transmédia dans l'écriture. Bien, eh bien, je vous laisse vous asseoir. Eric. Merci à tous de votre présence donc pour cette table ronde qui va aborder le sujet de la formation. Évidemment, on vient de parler de transmédia, on vient de parler de nouveaux modes d'expression, de nouveaux formats, de nouveaux modèles. Évidemment, ça exige des talents, un talent, une créativité, et par définition, c'est un travail à la fois passionnant et parfois ingrat que de former. Mais moi, je retiendrai surtout le côté enthousiasmant et fort de la formation. Je vous propose, pour que chacun d'entre vous puisse balayer l'esprit de chacune de vos formations, d'expliquer quels sont les métiers et la façon que vous abordez ces différents métiers liés au transmédia. Donc, à tour de rôle, on va commencer par toi, Stéphane, pour l'Engmin. Puis après, on prendra un peu plus de temps pour échanger sur le sujet de la créativité, de justement la capacité qu'on a à la fois à inventer des contenus, mais aussi de nouveaux contenants, d'aller justement à cet endroit où s'entrechoquent la créativité, l'expertise technique, et puis aussi le marché, ou pas d'ailleurs, et comment tout ça nous permet d'imaginer de nouvelles expériences transmédia de demain. Et évidemment, on laissera une part importante à la session de questions-réponses, et comme nous l'a dit Jean-Philippe, donc à 17h30, nous laisserons la place. Stéphane, parle-nous de l'Engmin. Je ne vais pas vous parler de LinkedIn, justement. Ah bon, je vais vous parler. Parle-nous d'autre chose. Je vais vous parler de. Je vais vous parler des Gaulois, entre autres. C'est exactement ça. Voilà. Alors, en fait, d'abord, pour expliquer quand même un tout petit peu ce que c'est que l'Engmin. L'Engmin, c'est ici. C'est l'École nationale des jeux et médias interactifs numériques. Vous avez plein de jeux sympathiques réalisés par les élèves auxquels vous pouvez jouer juste au-dessus. Et l'Engmin a démarré sous forme d'un DESS en 2001. À l'époque, donc on a commencé à travailler en 98. Comment est-ce qu'on crée une formation sur le jeu vidéo alors qu'il n'y a aucun référentiel? Et la meilleure façon de créer dans ce cas-là, c'est on n'a pas des livres qui vous expliquent s'il faut apprendre aux gens, etc. Eh bien, il n'y a qu'une solution, c'est d'aller voir comment on produit des jeux vidéo, et puis à partir de ça, d'en déduire une formation. La façon dont je m'y étais pris, c'est qu'en fait, je me dis ce qui ressemble le plus à la production de jeux vidéo, c'est celle du cinéma. Donc j'ai regardé comment on faisait une école de cinéma, et puis ensuite j'ai adapté. Maintenant, je me pose la même question pour le transmédia. Vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, pourquoi? D'une part, parce que en 2011, nous allons ouvrir à Paris un master Interactive Digital Experience avec les Gobelins, un master des grandes écoles, et d'autre part, parce qu'on a un projet d'une école sur la ville intelligente et le transmédia qui se situerait à Marseille avec une ouverture en 2012-2013. Et puis c'est aussi lié à l'évolution, bien entendu, des enseignements qui sont faits ici à Angoulême, lieu de l'Engmin. Alors, je vais probablement redire très vite des tas de choses que j'ai entendues, mais j'y étais pas, donc j'ai pas entendu. Mais disons, de quoi hérite le transmédia? Bien entendu, des mondes virtuels de façon générale et des jeux massivement multijoueurs avec les mécanismes sociaux, l'animation et la gestion des communautés, l'interaction entre le monde réel et le monde virtuel, le fait qu'il y ait des objets qui se vendent dans le monde réel, le fait, etc. Une économie de médias continue, c'est-à-dire qui doit continuer à vivre, qui est plus un service qu'un produit, et des problèmes spécifiques liés aux bases de données distribuées, des problèmes techniques qui sont liés au fait qu'il y a un service continu qui doit être délivré avec des contraintes assez lourdes. Deuxième source, les jeux ubiquitaires sur mobile. J'ai montré ici Bot Fighter et puis des jeux qui ont été développés à l'EGMI, ne sont pas ubiquitaires. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans les jeux ubiquitaires sur mobile? Une narration assez simple, support de mécanismes sociaux, du sport, de la collection d'objets, des choses comme ça. Des conceptions d'interfaces contraintes, puisqu'on a des mobiles, le multi-support et la programmation de point de vue informatique en mobile, client-serveur, avec des choses comme la géolocalisation qui sont quand même assez récentes. Ensuite, les jeux et les réseaux sociaux. Donc, c'est des jeux sociaux au sens classique. Finalement, qu'est-ce que c'est que de jouer à Farmville? C'est jouer à un certain nombre de gens à un jeu de famille ou quelque chose comme ça, mais très loin et tous ensemble. Du design qui repose sur le design du web et les outils du web, la programmation web et une économie qui, elle aussi, une économie plutôt média, périodique, web, plutôt qu'une économie jeux vidéo classique. Ensuite, autre origine, les jeux en réalité augmentée, les ARG. Alors là, ce coup-ci, c'est une scénarisation sociale et souvent très complexe,
puisqu'on essaye d'amener les gens progressivement vers un stade de convergence, une gestion très très forte de la communication, du buzz, de la façon dont il se propage, et une organisation économique qui relève plus de l'événementiel que de celle des médias. Ça dure sur 6 semaines, 1 mois, et c'est lié souvent à un événementiel, à la sortie d'un produit ou à un événement dans la vie. Ensuite, les jeux proactifs, ce qu'on appelle les jeux proactifs, c'est les jeux tels que le fait Eric Viennot dans In Memoriam. Ce coup-ci, vous avez une narration qui est complexe, qui est assez linéaire, mais qui évidemment n'est pas synchrone comme dans le cinéma, qui peut avoir un aspect social, qui est lié à l'univers de la télévision et du cinéma, qui utilise l'interface du web et des mobiles, et qui a soit dans une économie jeux vidéo classique, on vend des boîtes, soit une économie média, comme ça s'est trouvé, c'est-à-dire, soit c'est de la publicité, soit c'est de la vente en ligne, etc. Alors, autre chose, quelles sont les technologies qui supportent ça? Bien entendu, il y a les réseaux sans fil, le web 2.0 et le fait de faire des applications qui sont multiplateformes au sens où l'application a différentes interfaces, des interfaces tangibles et l'Internet des objets, et tout ce qu'on appelle l'informatique ubiquitaire, c'est-à-dire le fait que l'informatique nous surveille partout sans qu'on s'en rende compte et réagit contextuellement à ce qu'on fait. Alors, évidemment, quand on raconte tout ça, on dit vraiment c'est très très nouveau tout ça. Et quand on regarde les contenus, en fait, c'est des contenus qui héritent de beaucoup de choses. Ils héritent des performances en art, ça hérite de choses qu'on trouve comme les jeux de rôle, ça hérite du sport, hein. Il y a quelque chose qui est très lié au spectacle sportif. Et donc, il y a quand même un certain référentiel. Mais tout est mélangé, c'est ça le problème. Donc le transmédia, c'est tout ça. Et plus le rapport aux médias, séries TV, radiophoniques, journaux en ligne, et quelques problèmes qui ont été certainement abordés, l'écriture, l'architecture et le déploiement de la technologie, les mécanismes de financement et la formation, qui est le cœur de ce qu'on va dire. Alors, la formation, comment est-ce qu'on fait un transmédia? C'est difficile, parce que les gens qui ont dû vous parler, ils ont parlé ici, ça débute. Donc on sait qu'il faut des gens avec des métiers, des gens qui viennent de l'audiovisuel, du jeu vidéo. Il y a un problème de support de service. Il faut qu'on réponde à la demande, qu'on maintienne la technologie avec une certaine fiabilité. La production et du financement, est-ce qu'on finance ça comme un jeu vidéo en allant chercher un éditeur et 4 millions d'euros? Ou est-ce qu'on fait ça en allant au CNC pour demander une avance? Ou est-ce qu'on fait ça en combinant un système d'abonnement, etc. Et du marketing, ça va du marketing le plus classique des produits médias jusqu'à un marketing purement viral. Donc, si on veut terminer sur la formation, quels sont quelques principes? C'est certainement une formation de spécialisation. On ne prend pas quelqu'un à la sortie du bac, encore moins en 3e, pour le former au transmédia. Il faut des gens qui connaissent soit le cinéma, soit le jeu vidéo, et encore même dans le jeu vidéo, le son, l'image, la prise de vue, etc. On part d'un métier de base et on leur apprend ensemble. C'est une formation qui va vers une production en équipe. Du point de vue de la création, c'est quelque chose qui tourne autour d'une nouvelle forme de narration, qui à la fois c'est narratif, mais c'est asynchrone et c'est mobile. Du point de vue de la production, c'est le croisement de tous les systèmes de production et l'accumulation des moyens disponibles pour arriver à couvrir un budget qui est soit un budget événementiel, soit un budget produit, soit un budget média. Et puis, on peut plus marcher avec la vision jeu vidéo, c'est l'éditeur qui finance, c'est pas possible, c'est ça. Et puis, du point de vue de la conception visuelle, c'est plus non plus de faire de l'animation en 3D avec 3ds Max et intégré dans un moteur de jeu, c'est combiner tout un tas de métiers qui vont du web design en passant par la photographie et l'audiovisuel. Donc les métiers qu'on a pu identifier, c'est l'écriture, scénario et game design. Et le scénario ayant une importance aussi importante que le game design, car il y a un vrai problème de scénarisation très complexe, un problème de réalisation et de mise en scène, des choses les plus classiques à des choses beaucoup plus compliquées, mettant en relation le monde réel, le monde virtuel, une problématique de conception visuelle liée à l'animation interactive, mais mêlant des métiers classiques de chef-op, du design d'interface, du web design, un problème de conception sonore aussi. Comment est-ce qu'on fait pour écouter des choses quand on se promène dans la ville avec des écouteurs tout en restant dans la ville, etc. Et puis des problèmes de programmation avec 2 niveaux, les programmations de
gameplay qui vont mélanger les programmations jeux vidéo et IHM, mais aussi de la programmation web. Et la programmation web qui peut être assez compliquée, parce qu'il y a des problèmes d'anticipation, de chargement, de mise à disposition, d'échelle. Et puis des problèmes sur les moteurs, c'est-à-dire les outils de base. Et ça, c'est aussi très ouvert, puisque pour l'instant, des moteurs transmédia, il y en a quelques-uns qui sont en cours de développement. Olivier Lejade n'est pas là. Mais du point de vue intégration de ces moteurs, on en est quand même au balbutiement. Des métiers, vous avez aussi ensuite des métiers qui sont les métiers qui font vivre cette communauté. Donc des gens qui vont concevoir et animer les interactions, toute l'interface sociale, et donc des gens qui vont venir de la psychologie cognitive et de la sociologie. Alors peut-être pas forcément théorique, mais enfin, il faut savoir gérer des groupes de gens, se poser par avance quel va être l'effet de tel mécanisme sur un mécanisme social, etc. Ce qu'on trouve déjà dans les jeux massivement multijoueurs. Et puis des problèmes de gestion de projet, mais qui sont spécifiques, c'est-à-dire c'est un mélange entre ce qu'est un producer au sens du jeu vidéo, un producteur exécutif au sens du cinéma, et puis quelque chose qui serait quelqu'un qui gère du spectacle vivant ou des choses comme ça. Et puis, comme on l'a dit, des métiers du marketing à créer, à développer, allant du classique au viral. Et voilà, et j'ai fini. Quel talent. Merci Stéphane. Donc un panorama dense. J'espère que vous avez apprécié la vision assez transversale. Peut-être aussi une bonne première introduction, Eric, pour que tu puisses parler un petit peu de... Tu as un micro, peut-être? Oui, c'est parler de ce que... C'est celui-là. Alors, moi aussi, j'ai ton expérience du jeu, ta connaissance des médias. Donc, merci Stéphane. Pour faire un petit parallèle avec ce que vous avez écouté tout à l'heure sur la présentation des gens qui représentaient Orange et Lagardère, vous avez noté quelque chose d'assez frappant, c'est qu'il y a des nouveaux opérateurs qui vont avoir des nouveaux besoins. Et lorsque vous êtes dans une école comme les Gobelins, le premier impératif, c'est quand même de placer des élèves et surtout de répondre aussi aux demandes de la profession. Il ne s'agit pas de former des élèves uniquement pour le plaisir, mais aussi qui trouvent à s'épanouir dans leur métier et à trouver du travail. Or, la grande difficulté que l'on connaît liée à l'arrivée de ces métiers massifs, c'est qu'ils viennent d'horizons très largement différents de tout ce qu'on avait pu connaître traditionnellement. Alors, juste pour situer les Gobelins, l'école de l'image, ceux qui connaissent, mais je pense qu'il y en a certains qui connaissent ici, de réputation. Initialement, c'est toute la manière avec laquelle on peut traiter l'image. Image photographique, arrêtée, image animée, naturellement avec l'évolution technologique, image 2D, 3D, animatique, web, ainsi de suite. Et donc, il s'agissait de coller au plus près des besoins des entreprises et du secteur pour trouver des formations. Il ne faut pas oublier que les Gobelins est une école qui est gérée par la Chambre de commerce et d'industrie. Et donc, par conséquent, il y a une très très forte proximité à la fois de l'école, mais aussi du secteur professionnel qui embauche ensuite les étudiants qui suivent les différents cursus. Donc, traditionnellement, l'image, on l'a connue sur deux supports assez classiques, le print, le papier, et l'autre support qui est l'audiovisuel, le cinéma et ensuite télévision. Là, ce que l'on voit complètement différent, c'est que tout ça a explosé et que tout le monde veut des images, tout le monde veut des images animées, tout le monde veut des images animées en 3D qui plaisent, qui soient sympas, qui soient fun, et en plus si on peut jouer avec. Et la personne qui demande ça n'est pas un réalisateur comme on a connu il y a quelques années, n'est pas non plus un auteur, mais c'est un responsable marketing de chez Lagardère. Donc forcément, trouver le bon profil de la bonne personne pour le bon besoin est donc très très complexe. Alors pour répondre à ça, il est vrai que la manière dont sont structurés les Gobelins, il y a un secteur qui est le plus souvent connu de l'extérieur, c'est le secteur de l'animation. Et en clôture de notre petite présentation de cet après-midi, on vous présentera le petit film d'animation Octapodie, que certains ont sans doute entendu parler, qui avait été primé il y a 2 ans. Ce secteur-là est le moteur et la fenêtre de visibilité de l'école. Donc, pour tous ces opérateurs qui sont sur des supports nouveaux, qu'est-ce qui se passe généralement? Mais c'est exactement ça que je veux. En plus, je peux le voir sur Internet, je peux le regarder, c'est ça qui me plaît. Seulement, le métier pour faire ça, qui est le métier d'un animateur, ne correspond pas du tout au métier de l'animation qu'on rencontre sur support numérique. D'abord parce que le format, le poids, on est en 2K, voire en 4K. D'abord le storyboard, l'écriture, ainsi de suite, est très différent de ce métier-là.
Ce qui est également trompeur dans nos supports, c'est que vous avez pu entendre différents intervenants, par exemple, citer Flash pour faire des choses radicalement différentes. Un va faire du Flash pour faire son site web, mais l'autre va faire du Flash pour animer des petites choses sur son iPhone, et le troisième va faire du Flash pour... Pas sur iPhone, excuse-moi. Justement. Sur portable. Et enfin, le troisième va carrément faire son jeu vidéo en Flash. C'est toujours le même logiciel, pourtant, c'est 3 métiers radicalement et 3 supports très très différents. Avec cette évolution-là, les nouvelles voies qui ont été abordées, c'est que à côté de l'animation, les choses qui sont le plus demandées, c'est notamment l'animation 3D. Les 2 grands secteurs que l'on rencontre, c'est le web essentiellement, le jeu vidéo. Donc par exemple, à Annecy a été fondée spécifiquement une filière d'animation 3D en vue de former des animateurs 3D pour le web, pour les animatiques, pour le jeu du vidéo, ainsi de suite, à côté de formations plus classiques d'animation. Il y a un grand pôle de formation au Gobelin qui traite du multimédia, puisque hier j'ai eu l'occasion de parler du multimédia des années 95, parce que c'est un secteur qui s'est relativement, on va dire relativement, un peu structuré, c'est-à-dire qu'on voit bien l'interaction, la programmation, l'organisation de la production. Donc là, il y a plusieurs filières qui se juxtaposent, notamment une filière de gestion de projet qui s'appelle MICNI, une formation en formation continue, une formation en CRMA. Si vous allez, je vous invite à aller sur le site des Gobelins, la formation CRMA en première et deuxième année, notamment en multimédia. C'est une formation en alternance. Ce sont des étudiants qui travaillent déjà sur des projets de Web 3.0, qui intègrent déjà des nouveaux outils, des nouvelles plateformes, à la fois logicielles et physiques. Donc c'est très intéressant parce qu'on fait partie d'écoles qui ont la chance d'avoir un instant T à la fois les futurs consommateurs, les experts des usages quotidiens, puisqu'ils sont tous experts numériques, ça je peux vous le dire, mais aussi leur projection personnelle sur ce que seront les produits du futur. Alors, ce que l'on voit très bien, par exemple, cette année, il y a déjà eu 2 projets sur iPad qui ont été lancés. Il y a plusieurs projets de ce type-là, c'est-à-dire qui intègrent directement les objets que l'on rencontrera couramment dans 3-4 ans. À côté de ça, et pour rebondir sur ce que disait Stéphane, pour répondre à ces besoins de plus en plus complexes qui viennent d'opérateurs qui traditionnellement ne s'occupaient pas d'images, comme la téléphonie, comme la télévision, qui n'étaient que des diffuseurs et qui prennent une part de plus en plus importante dans le contenu à diffuser, a été décidé donc en partenariat avec l'ENJMIN et le CNAM, une formation que nous avons appelée Interactive Digital Experiences, parce que je crois qu'on l'a mis au pluriel, hein, justement sur ces expériences numériques, puisque dans ce cas-là, on ne parle plus ni même de transmédia, cross-média, mais carrément d'expériences numériques. Et justement, j'ai eu la chance d'être au jury cette année des premières années de l'ENJMIN, et les étudiants comprennent qu'il s'agit aussi de, par la simulation essentiellement, mais par aussi à des interactions sophistiquées, de donner au public des expériences nouvelles numériques. Et la télé, l'immersion, la 3D, la reconnaissance de forme, tous ces systèmes géolocalisés vont permettre au public de vivre des expériences numériques qui restent à écrire. Et donc, naturellement, puisqu'il faut être au moins en phase, mais un petit peu devancer la demande en termes de formation, d'être en phase vis-à-vis des demandes nouvelles que pourront avoir les futurs opérateurs de ces métiers-là. Donc 3 grands secteurs de formation, avec une originalité au Gobelin, c'est le recrutement par talent. Alors vous allez me dire, tout le monde recrute par talent. Oui, Jean plus, quelqu'un qui fait du son. Totalement multimédia. Donc sur le recrutement sur talent, parce que justement, c'est la promotion de ce type d'école, d'avoir un recrutement qui dépasse les frontières académiques classiques du recrutement où il faut être bon en maths, bon en ceci, bon en cela, mais essentiellement par une production personnelle. Et quelque chose qui frappe tout le monde, et d'ailleurs vous pouvez le vivre au quotidien, c'est que ce qu'a permis le web depuis de nombreuses années, c'est que le web est aussi une source formidable de créativité pour plein de personnes, et notamment pour les jeunes, que ce soit en animation, que ce soit en création sonore, que ce soit en vidéo. On est tous d'accord, c'est souvent très médiocre.
L'intérêt, c'est qu'ils ont pu tester 2 éléments qui pour nous sont très importants. Un, ils ont testé la technologie, donc ils sont à l'aise avec les technologies, et pour la première fois, ils testent leur audience. Donc, par exemple, nous avons des étudiants, quand on parle de l'audience, quand on parle de séduction, quand on parle de discours vis-à-vis d'un utilisateur, ils comprennent ça tout à fait, parce qu'eux-mêmes, par leur réseau social, par leur diffusion sur YouTube et compagnie, eh bien, ils savent et ils connaissent le retour des utilisateurs qui ont vu leurs œuvres. Donc ça aussi, c'est une démarche qui est très très nouvelle, c'est qu'on a dans les jeunes générations ce copartage relationnel avec le milieu numérique, où quand on est soi-même auteur et qu'on crée quelque chose, immédiatement on va chercher l'assentiment de son public, publier soi-même, diffuser soi-même, et ensuite évidemment en faire son métier futur. Donc voilà un petit peu le tableau que je souhaitais dresser de ce que peut faire une école comme les Gobelins. Alors je vous invite à aller voir le site web. C'est mon côté dinosaure du Milia. D'aller voir sur le site web pour voir un peu des réalisations d'élèves. Oui, on peut le. J'avais une animation aussi, mais je ne retrouve pas l'animation. Ou alors attends, je vais lancer l'animation. Une belle image de l'Assassin's Creed. Il y a une belle. Alors Jean-Philippe va la retrouver. Parce que je suis moins doué sur le PC que sur le Mac. Je suis désolé. Présentation Gobelin. Alors voilà. Alors c'est les locaux en briques rouges. Alors il y a un petit côté assez The Wall. Mais les élèves n'ont pas le droit de détruire le mur que virtuellement. Normalement. C'est pas mission impossible, je vous rassure. Voilà, 100% talent. Bon, alors c'est pratique aussi d'avoir toujours en interne les gens qui génèrent tous vos slides, toutes vos animations, toutes vos présentations. Ils en oublient que des fois on est obligé de le présenter soi-même, donc c'est pas toujours très simple. Voilà, bon, il est sorti, je sais pas pourquoi. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là, puisque vous allez voir le voilà, site. Merci. C'était gimmick. Merci Eric de cette présentation de l'état d'esprit, l'approche des Gobelins. Alors tu parlais des gens de marketing, tu parlais des gens de business. Je ne suis pas traumatisé par les gens de marketing. Mais non, c'est une transition habile pour aller vers Inès qui donc dirige le... Alors tu as une présentation, très bien, voilà, formidable. Donc le centre des produits de l'enfant, est-ce que tu peux nous en dire plus et quelle est votre approche alors du transmédia ? Merci beaucoup. Donc, je voulais signaler que nous, on n'a pas d'élèves artistes chez nous. Donc, vous allez tout de suite le voir sur le graphisme du PowerPoint que je vais vous présenter. Donc, nous sommes, entre guillemets, de ville marchande puisque nous représentons l'Institut d'administration des entreprises de l'Université de Poitiers. Et on a créé, depuis 1997, on a implanté des formations en Charente autour du thème de l'enfance. Donc on a développé une première maîtrise marketing des produits de l'enfant dès 1997 ici. Et en 2001, on a créé une poursuite, puisque le LMD, donc le nouveau projet licence master doctorat, se mettait en place. On a ouvert un DESS que l'on a intitulé Management plurimédia des produits de l'enfant. Donc aujourd'hui, on a créé à travers différentes activités pédagogiques et de recherche, on apporte une compétence, on espère, au pôle image d'Angoulême, autour effectivement de l'image et aussi du design de communication de la marque. Comment une marque peut communiquer sur un ensemble effectivement de supports, de médias différents. Alors simplement pour vous montrer comment se structurent les études, on peut arriver chez nous après un bac+2 en licence et pour se préparer à rentrer dans le master. Et après, donc, on rentre dans un master marketing plurimédia qui ouvre en master 2 sur 2 parcours, un parcours enfants et jeunes et un parcours design de communication et packaging, qui est aussi donc un autre type d'industrie très présente sur le territoire en Charente. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on va jusqu'au doctorat.
on peut faire son doctorat au CEP, ici à Angoulême. Nous avons fait soutenir déjà 2 thèses. Et donc ça permet à un étudiant d'aller jusqu'au bout de la démarche universitaire s'il le souhaite. On va poursuivre. Alors notre objectif, bien entendu, est très simple, c'est simplement d'aider les étudiants qui arrivent là à construire leur projet professionnel en leur apportant un certain nombre d'atouts qui vont les différencier, puisque c'est une problématique qu'on a abordée à travers les ateliers aujourd'hui, d'autres étudiants qui auraient fait une école de commerce, par exemple. Donc on est très vigilant sur l'apport des sciences humaines. On est très vigilant aussi à confronter nos étudiants le plus rapidement possible à des critiques relativement fondées et acerbes du marketing ou du capitalisme. Donc on les expose très rapidement à des réflexions pas très faciles, étant donné que ça va être ensuite le quotidien de leur pratique professionnelle. Ils vont avoir à intervenir et à prendre des décisions dans des champs extrêmement controversés. Donc on essaye nous aussi de développer une approche transmédia, mais transmédia pas du côté créatif, du côté plutôt recherche de synergie pour valoriser une œuvre, un univers culturel qui a été créé par un auteur sur différents médias. Donc à l'époque, nous on faisait une marguerite, on ne faisait pas le 360 degrés, mais on était en 2001. Donc notre marguerite, elle existe toujours. Et donc ce que l'on essaye de montrer, c'est que la gestion d'une marque et la gestion d'une licence se rapprochent à certains moments. Une licence peut être gérée comme une marque, et une marque a besoin aussi de s'engager dans un processus de licensing pour exister, pour être valorisée auprès d'une cible jeunesse. Donc en fait, on rapproche aussi des recherches théoriques qui sont faites dans ces 2 domaines pour essayer de voir où sont les pièges d'un point de vue purement gestionnaire et managérial, et quels sont les risques qu'il convient de maîtriser quand on a la responsabilité d'une démarche marketing dans ce domaine. Alors 3 questions clés que l'on essaye d'aborder. Tout d'abord, évidemment, apporter à nos étudiants une réelle connaissance de l'économie des médias, des différents business models. Une question très simple, comment on gagne de l'argent sur tel média ? Donc comment ça se passe ? Effectivement, certains médias bénéficient d'aides publiques, d'autres pas du tout. Quel est le rôle de la publicité ? Quel est le rôle aussi, effectivement, d'un certain nombre d'évolutions dans la pratique des consommations médiatiques des jeunes ? Il ne s'agit pas simplement de migration d'un support média vers un autre, mais effectivement, comme c'était évoqué cet après-midi aussi, d'une utilisation variée de différents médias au cours de la journée, même pour rester connecté sur le même univers, sur la même marque, mais à travers des formes très différentes. Donc ça nous intéresse tout à fait. Et on essaye aussi, bien entendu, de travailler sur la transformation des business models. Ça n'est jamais définitif, ça n'est jamais acquis. Il y a beaucoup d'innovations technologiques qui permettent aussi de nouveaux modes de facturation, de nouvelles façons de faire payer des petits services, des plaisirs aussi que l'on peut procurer aux consommateurs. Pas trop vite, pardon. Et puis simplement, je voulais insister aussi sur un aspect très important qui est une des responsabilités du responsable marketing, c'est effectivement de bien connaître la réglementation. Ce n'est pas parce qu'on fait du micro-paiement auprès d'enfants ou de jeunes, c'est quand même complexe. Je vous rappelle aussi que la CNIL est très active. La CNIL a fait détruire des fichiers d'Academia, par exemple, il y a simplement un mois. Donc ces aspects-là, il faut aussi les suivre de très très près. Et ce n'est pas simplement parce qu'on a une belle charte comme Facebook, comme beaucoup de sites qu'on connaît, disant c'est interdit au moins de 13 ans. On sait très bien qu'en pratique, on peut le faire et que c'est très utilisé. Donc il faut quand même se poser un certain nombre de questions sur la responsabilité que l'on prend à proposer ce type de service à des jeunes. Ensuite, l'idée et le cœur de notre formation, c'est effectivement de voir comment définir une stratégie de valorisation plurimédia d'un univers. Donc effectivement, il va falloir et là on a besoin d'enseignants, et donc on est une équipe interdisciplinaire en sociologie, en psychologie aussi, c'est-à-dire qu'il va falloir analyser les valeurs fondamentales
de la propriété, ce qu'elle apporte, ce qu'elle peut vraiment contribuer à forger comme lien auprès d'une audience. Parfois c'est de l'écoute conjointe, parfois c'est une activité plus personnelle, mais que l'on va partager d'une autre façon avec effectivement soit des joueurs, soit un public plus éloigné, pas dans une interaction directe. Et puis effectivement, on va aussi être obligé de définir quel est le positionnement de cette propriété dans son univers concurrentiel. Donc il faut être capable aussi d'analyser dans quel univers concurrentiel on va lancer un nouveau projet, on va essayer de valoriser une nouvelle propriété, tout ça sur un ensemble de médias. Donc juste dire aussi qu'on parle nous plutôt de plateforme technologique, c'est-à-dire qu'il va y avoir des médias clés qui vont être les médias sur lesquels l'univers va être produit, puis d'autres médias qui n'ont pas la même fonction, qui vont être plutôt des médias d'appel ou effectivement de promotion d'un premier univers, et qu'il y a une sorte de hiérarchie à construire au cas par cas. Là aussi, malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Et troisième question, on travaille aussi beaucoup sur les enjeux juridiques. Alors nous ne sommes pas juristes, nous ne sommes pas la faculté de droit qui est très réputée dans le domaine du plurimédia aussi à Poitiers. Nous simplement, on veut former des gestionnaires qui aient une capacité d'alerte sur des problèmes juridiques importants. Donc il faut qu'ils comprennent bien le rôle de chacun, comment se négocie la chaîne de droit, quel est le rôle de chacun, quels sont les leviers de négociation que l'on peut avoir, et puis effectivement voir aussi faire preuve d'une certaine forme de prudence pour être capable d'éviter qu'une clause soit mal rédigée, reste ambiguë sur un contrat et pose in fine des gros problèmes relationnels, alors que ce que l'on cherche à faire, c'est de créer des partenariats, de travailler dans une relation de confiance avec un certain nombre de partenaires. Et puis il faut aussi qu'ils soient capables de faire évoluer les contrats, donc de bien comprendre à la fois les informations à fournir, mais aussi les leviers de négociation que l'on peut espérer activer pour poursuivre. Donc voilà, très simplement ce que l'on essaye d'apporter aux étudiants, des exemples de projets qu'on a fait récemment. Donc on a travaillé toute une année sur l'enfant face aux médias non linéaires avec le groupe l'Unité Jeunesse de France Télévisions. On a eu un contrat avec La Poste sur les apprentissages informels à la consommation sur les réseaux sociaux numériques qui a débouché sur on a gagné avec La Poste un contrat de recherche donc sur la certification de l'identité numérique sur le Web 2.0. Donc c'est un gros projet que l'on est en train de mener avec La Poste. Et puis on a aussi travaillé donc sur les business models, puisqu'on a on a contribué avec NX Publishing à animer toute la journée le 5 décembre 2008 sur l'effondrement des business models traditionnels, et on a essayé de réfléchir aux nouveaux business model qui était en train d'être testé par tout un ensemble d'entreprises, les avantages, les difficultés que cela créait. Et puis simplement là, on a travaillé par exemple sur l'anniversaire de Snoopy. On a des projets amusants de ce type-là. Voilà, c'est simplement pour vous donner un certain nombre d'idées. Et puis avec la dernière planche, je voulais simplement rappeler, je ne l'ai pas développé là, que je dirige aussi une équipe de recherche qui s'appelle Management de la marque et des cultures de consommation. Nous sommes 17 chercheurs, 17 enseignants-chercheurs sur Angoulême, et nous travaillons effectivement sur toutes ces questions, sur ces cultures de consommation qui changent puisqu'elles sont aussi transmédiatiques. Merci beaucoup Inès. Donc s'amuser pour trouver un job amusant, mais sérieusement. Voilà. Donc je remercie beaucoup Inès. Sabrina, alors business model, juridique, intégration, monde du travail. Comment fonctionnent les choses de par chez vous? Je suis obligée de me présenter puisque je n'ai pas de cavalier. Pardon. Donc Sabrina Grassi-Foncier, qui est la directrice générale d'une des autres belles formations charentaises ici présentes, oui, l'École européenne supérieure de l'image. Absolument. On va dire ESI pour faire plus court. Voilà, donc on est arrivé en fait avec Éric Bulot il y a quelques mois à la direction de cette école, puisqu'on parlait du recrutement et des talents, en tout cas de la qualité de l'équipe pédagogique. J'ai appelé Éric Bulot près de moi puisqu'il est écrivain et réalisateur lui-même, donc je pense qu'il est absolument fondamental. Moi je viens du milieu de l'art contemporain, donc c'est un peu différent, mais d'une certaine façon nous sommes complémentaires pour animer cette équipe pédagogique qui est assez importante et d'une richesse phénoménale. Il faudrait voir le site internet et aller peut-être d'une part sur la page d'accueil pour voir le petit texte que nous avons fait, et puis pour voir aussi
en fait, l'équipe pédagogique, donc il y a une cinquantaine d'enseignants répartis sur les 2 sites de Poitiers et d'Angoulême, puisque en réalité, la mission qui nous a été confiée par le ministère de la Culture, qui a la tutelle de l'établissement, est de faire un nouveau projet pour créer le lien, disons, entre les richesses importantes du côté plutôt du numérique qui se sont développées sur le site de Poitiers et celles que vous connaissez parfaitement ici à partir de la bande dessinée, du dessin et des pratiques, disons, plus plastiques. Bon, à partir de là, on le voit. Alors sur le site, vous pouvez peut-être aller sur la pédagogie. On a la liste des enseignants. Donc, en fait, les enseignants sont des auteurs ou des artistes. Certains sont parmi nous, comme Thierry Smolderen ou Pierre Vito, pour illustrer d'ailleurs que nous avons à la fois des théoriciens et des plasticiens dans des champs aussi variés que tous ceux que vous voyez énumérés, qui vont des dispositifs interactifs au multimédia, au web design, en passant par, évidemment, je vais en oublier beaucoup puisque tous les champs quasiment sont couverts, au film, à la photographie, au cinéma, à l'art vidéo. Et enfin, vous les voyez comme moi. Ces professeurs pratiquent une pédagogie essentiellement de projet, c'est-à-dire qu'ils appellent auprès d'eux de nombreux intervenants qui font des workshops. Et ça, c'est une spécificité des écoles d'art, hein, puisque, en fait, bon, si vous voulez, l'ESI s'inscrit dans le panorama des 58 écoles d'art sous tutelle du ministère au plan national. Vous pouvez passer les bios, mais c'est un peu... oui. Donc Jean-Marie Dallet qui anime le master Arts et Sciences, mais je vais vous parler des formations. Voilà, donc avec donc la contribution de ces artistes surtout, et souvent très renommés, qui viennent dynamiser sur des projets à différents moments la pédagogie. Pour aller même plus loin, nous allons mettre en place un système de production, et j'en parlais avec certains d'entre vous, c'est-à-dire que des artistes pourront venir en résidence, puisque j'ai une certaine habitude de la production et des résidences, réaliser par exemple un court-métrage ou le pilote d'un film ou des différentes choses qu'ils auraient à faire avec les étudiants, si bien que les étudiants pourront suivre vraiment le processus de création et de mise en œuvre de manière tout à fait réelle et pas uniquement comme un exercice. Bon, non pas que le workshop en tant que tel ne soit pas passionnant, mais là ça donne peut-être une dimension encore autre à la chose. Donc pour parler des formations, ça serait bien de voir que nous sommes dans le processus, pas seulement des masters, mais du LMD, hein, c'est-à-dire que nous recrutons sur concours après des épreuves plastiques et un entretien pour le cycle 3 ans, 5 ans et même au-delà. Donc là, il faut aller, excusez-moi, mais il faut aller sur... les diplômes, voilà, les diplômes plutôt, parce que sinon on verra que les masters, et les masters sont formidables et sont récents, mais nous avons principalement ce qu'on appelle le diplôme national d'art plastique en 3 ans, le diplôme national d'expression plastique en 5 ans, et au même niveau donc des NSEP, les masters dans 2 spécialisations, art et sciences, c'est-à-dire création numérique à Poitiers, bande dessinée édition à Angoulême, et nous mettons en place à partir de la rentrée prochaine un post-diplôme, donc ouvert à tous les anciens étudiants d'école d'art, ou en tout cas minimum bac plus 5, et ça va être ouvert au plan international, un post-diplôme intitulé Écriture documentaire et art contemporain, qui donne peut-être encore plus lisiblement le caractère interdisciplinaire, convergent et transversale des pratiques. La répartition entre Poitiers et Angoulême, vous pouvez nous en dire 2 mots? Entre quelle formation plutôt? Je dis que historiquement, en fait, l'histoire de l'école est celle-là, c'est-à-dire qu'il y a forcément une réalité du territoire ici à Angoulême que vous appréciez comme moi, qui serait plutôt du côté, on va dire, de la bande dessinée, du livre, de l'image, et puis l'identité de Poitiers s'est construite sur ce projet autour du numérique. Mais en réalité, comme la pédagogie elle-même va être intersites, les passerelles vont être, c'est pas pour diluer les réalités de contexte, mais de toute façon, le passage des enseignants, des invités, des auteurs, des étudiants eux-mêmes
vont être tellement multipliés que, si vous voulez, c'est plutôt l'idée de profiter des ressources et peut-être faire venir des experts du numérique ici pour faire des choses en animation, en 3D relief, puisqu'on est aussi très, très actifs. On va présenter des films, d'ailleurs à la soirée de jeudi soir, là, demain soir, pardon, mais demain il y a une expo des diplômés, après il y a les films en 3D, enfin bon, c'est autre chose, et dans des champs très différents. Enfin, tout ça pour dire que justement la convergence, et la transdisciplinarité, on est dedans aussi bien à Poitiers qu'Angoulême, parce qu'ici on fait aussi beaucoup de choses en numérique et tous les studios de production l'illustrent aussi bien que l'école. Bon, voilà, peut-être dans un premier temps, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je parlerai un petit peu des relations quand même Enfin, on a parlé de médias comme support de diffusion. Mais bon, si on peut parler plus tard, on va en parler après par rapport à du média dans un autre sens et peut-être un petit peu de création artistique. On en parlera ça donnera une autre perspective. Juste après, avec plaisir. Peut-être pour terminer ce tour, continuer sur Christian. Donc, pour nous parler. Oui, bonsoir. Donc, je suis le directeur des études de l'EMCA, donc qui est l'école des métiers du cinéma d'animation, qui est une école relativement jeune, là, qui a été créée il y a 10 ans. Et donc voilà, alors que dire? Moi je suis ici, je découvre un peu toutes ces problématiques comme très souvent quand on est en situation d'enseignement, c'est-à-dire qu'il y a des dynamiques qui sont les dynamiques liées à la technique, c'est-à-dire à l'industrie. Il y a des événements qui comme ça, et également au marché évidemment, qui surgissent. Alors en ce moment c'est effectivement tout ce qui est 3D relief et transmédia et cross-média. Il y a un temps pour ça, c'est le temps de l'industrie et du marché. Et puis il y a un autre temps qui est le temps des écoles. C'est-à-dire, il y a le temps que vit l'étudiant, c'est-à-dire qu'on insiste beaucoup au sein de l'EMCA, qui est donc une pédagogie sur 3 ans, qui jusqu'à l'année dernière était sur 2 ans, c'est-à-dire elle avait une impérative de professionnalisation. C'est-à-dire que les étudiants avant tout apprennent des outils qui sont liés justement à ce qui est utilisé dans les studios et aux logiques de production dans les studios. En même temps que s'est installée cette formation, il y a eu une dimension qui n'était pas dans le projet initial, qui était la dimension d'une réalisation. C'est-à-dire que chaque étudiant a pu développer son propre langage et faire ses propres films. Depuis l'année dernière, le cursus en 2 ans donc, est passé en 3 ans, pour confirmer en fait, cette tendance vers la réalisation et vers un titre d'assistant réalisateur. Donc il y a cette dimension d'apprentissage technique et donc de veille, disons, technologique sur les logiciels en utilisation dans les studios et dans le métier. Et puis il y a cette dimension du cinéma, c'est-à-dire qui est liée à la création et qui obéit à des règles qui ne sont pas dans la même temporalité. Alors voilà, que dire? Moi je suis là dans une situation de débat. C'est ça qui m'intéresse. C'est vrai que là, je n'ai pas assisté à l'intégralité des présentations, mais par contre, j'ai assisté depuis le début de l'après-midi à des discours, à des visions du monde, et puis des visions de la création, des visions de ce que c'est qu'un enfant aussi, par exemple. Et donc, il y a des termes qui sont utilisés, des choses comme ça, qui font apparemment consensus, et qui sont très moteurs, disons, dans les réflexions auxquels on peut être amené et aux débats qui peuvent s'ouvrir. Et donc, voilà, moi je sais que par rapport au temps de l'école maintenant qui est de 3 ans, par exemple, j'insiste beaucoup auprès des étudiants pour leur dire de prendre le temps. C'est-à-dire justement de ne pas s'engager tout de suite dans cette course dans laquelle, d'où ils viennent déjà, parce qu'ils sont, depuis qu'ils sont enfants, confrontés à des images qui vont de plus en plus vite, puisque c'est la règle que les images aillent vite. Et en plus, les écrans se multiplient. C'est-à-dire que de plus en plus tôt et de plus en plus largement, c'est difficile d'échapper aux écrans. Donc il y a un lieu paradoxal où on peut se retrouver en situation d'échapper aux écrans. Par exemple, ça peut être effectivement dans une école. Parce que là, on est protégé par son statut d'étudiant, on n'a pas de compte à rendre et on a le temps de chercher et de penser. Et à ce moment-là, il y a des choses immémoriales qui n'obéissent pas à la vitesse de l'époque et à cette exigence despotique du marché, qui est un temps qui appartient à chacun, qui est le temps de la recherche, de l'invention de soi-même. Et ça, ce sont des choses qui ont à voir très directement avec la création. Donc pour moi, l'école, en tout cas cette dimension de l'école, c'est celle qui me passionne. C'est le temps pour un étudiant de réfléchir, évidemment, à son époque et à sa relation à cette époque. Alors ce qui est bien dans l'histoire, c'est que ça fait quand même le jeu du marché,
Parce que, évidemment, comme les technologies précèdent justement cette réflexion, là j'ai eu à réfléchir justement sur le relief, et d'une manière unanime, tous les professionnels étaient en attente de contenu. Et ils avaient une grosse attente vis-à-vis des écoles. C'est-à-dire effectivement, comment des jeunes gens qui ont grandi dans cette culture de l'image, qui connaissent absolument toute cette fluidité, également toute cette multiplication et tous ces passages d'un médium à l'autre, comment ces jeunes gens, comment est-ce qu'effectivement ils vont commencer à penser une création, à articuler un langage, à raconter ou à pas raconter d'ailleurs, à créer simplement. Donc voilà, il y a une grosse attente, je le sais, et je l'ai entendu et vu par rapport à ce qu'on appelle donc les contenus. Vaste mot, on va y revenir. Je vois qu'il y a une forte attente, mais justement peut-être Nicolas Brie, vous devez nous parler d'un peu de ce que voit et pense Orange sur ce fabuleux destin du transmédia storytelling, n'est-ce pas? Bonjour, donc déjà c'est Christophe Cluzel, Nicolas Brie s'excuse, il n'a pas pu venir, il n'y a pas de problème. Donc oui, encore Orange. Donc moi je suis en dehors de la table parce que je ne représente pas une école. Donc nous, au Transmédia Lab, en fait, ça a 1 an déjà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un appel à projet auprès des producteurs, mais que des projets transmédia. Alors on a une petite définition, une différence en fait. Le cross-média pour nous, c'est le contenu qui voyage entre les médias. Et le transmédia, c'est quoi? C'est le spectateur qui va voyager dans l'univers avec les médias et grâce aux médias. Et c'est là-dessus qu'on part, et c'est qu'on crée en fait un vocabulaire commun. Une fois qu'on a créé ce vocabulaire commun, on rencontre des producteurs qui se posent des questions et qui ont créé des projets nativement transmédia. Et là, on les accompagne seulement en développement. On ne les accompagne pas du tout en production. On ne fait pas ça, ce n'est pas notre métier. Mais on les accompagne pour essayer de créer une Bible transmédia. Donc c'est les références intertextuelles qui ont déjà été présentées rapidement sur l'art ou des choses qui sont encore, même la filmographie, enfin, l'art aussi, la filmographie, la danse ou des choses comme ça, pour aller récupérer des communautés. Pourquoi on récupère des communautés? C'est pour pouvoir ramener en fait un petit peu d'audience sur la télévision. Et les jeunes sont sur le web, donc nous on récupère les communautés du web et on les ramène devant la télévision. On fait ce qu'on appelle la circulation d'audience. Alors on essaye, grâce aux technologies d'Orange, mais on essaye un peu aussi en racontant des histoires grâce au mobile, de les ramener et de les faire partager avec leur communauté et de les faire partager une expérience nouvelle. Alors comment on les fait partager une expérience nouvelle? On fait les User Generated Content, mais on a vu que ça ne marchait pas très très bien, tout le monde n'est pas artiste, tout le monde n'a pas envie de le faire. Donc on les fait partager de différentes manières, grâce au microblogging, grâce à Twitter, ils peuvent raconter des mini-histoires. Grâce à Facebook, on peut créer un mini-jeu, on peut créer des mini-contenus. Et donc on les accompagne, ces producteurs, à créer de nouveaux business models, mais aussi à créer de nouvelles manières de raconter des histoires. Alors on a identifié différents acteurs, différents professionnels qui sortent sûrement de ces écoles-là. Notre premier professionnel, nous, c'est le community manager. C'est celui qui va faire vivre cette communauté. Donc il a été présenté, et pour nous c'est très important. C'est souvent des digital natives. C'est ce que je suis à la base, un community manager. C'est créer une communauté, savoir lui parler et savoir aussi la faire parler. Ce qui est le plus important, c'est rapprocher le créateur du spectateur. Une fois qu'on a rapproché le créateur du spectateur, comme on l'a fait J.J. Abrams pour Lost, quand il s'est adressé directement à ses communautés dès le premier épisode sur Lostpedia, une fois qu'il a fait ça, il a tout gagné parce que sa communauté seront ses ambassadeurs. Une fois qu'ils sont ses ambassadeurs, il peut faire ce qu'il veut et il peut les gratifier. Comment il les a gratifiés? Il a remarqué que la communauté trouvait ça très simple, trouvait ça très sympa de faire des flashbacks dans Lost. Et ben alors il a bourré Lost de flashbacks et Lost est devenu un peu ennuyeux. C'était personnel. Après, on a Lance Weiler qui se définit en tant que story architecte. Au départ, il disait qu'il était producteur, réalisateur, et après, il s'est dit qu'il était story architecte. Pourquoi story architecte? Nous, on traduit ça par chef d'orchestre. Parce qu'il faut quelqu'un qui soit capable, justement, de garder la cohérence entre tous les médias. La difficulté du transmédia, c'est de ne pas garder cette cohérence, justement, entre les médias et de partir à droite, à gauche, et de décevoir ses communautés et de décevoir ses spectateurs. Alors, on pense qu'il est très important aujourd'hui, et je pense qu'il en existe en France, j'en ai rencontré, des chefs d'orchestre qui sont capables de faire ça et qui sont capables justement de diriger. Aujourd'hui, c'est des chefs d'orchestre à 2 têtes. C'est des producteurs qui sont en train de se poser ces questions et des personnes qui viennent du jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est important parce qu'il y a des quêtes à l'intérieur, il y a différents points d'entrée. Le transmédia, c'est ça. C'est avoir différents points d'entrée pour que les communautés puissent justement adhérer
au contenu et partir à droite, à gauche et pouvoir voyager véritablement dans l'univers. Donc nous, au Transmédia, pourquoi je suis là? Parce qu'on fait des formations. On fait des formations au service des producteurs, pas au service des étudiants, parce qu'on pense qu'ils savent aussi autant que nous par rapport à la gestion des médias. Donc au service des producteurs qui ont des difficultés à créer ces bibles transmédia, ou aussi qui ont des difficultés à rencontrer ces personnes qui sont community managers, qui sont story architectes, ou qui sont flashers, ou qui sont en C++ pour faire de l'iPhone, ou des choses comme ça. Donc nous, on crée des équipes, on appelle des experts, on leur demande de venir, on en fait une en septembre. On leur demande de venir et d'expliquer, de démystifier cette technologie, de démystifier les réseaux sociaux, parce qu'on pense qu'il faut d'abord passer par là. On le fait aussi aux personnes de l'audiovisuel. Certains ont compris, d'autres n'ont pas compris ce que c'était vraiment le transmédia, à quoi ça servait. Nous, on ne pense pas avoir compris non plus. Je ne sais pas, il n'y a pas de véritable solution. C'est chacun, nous, c'est notre idée, c'est notre vision. On pense que dans 3 ou 5 ans, plus de 50% des programmes seront pensés transmédia dans l'écriture, parce que justement les jeunes d'aujourd'hui, quand ils écrivent, pensent transmédia, et que ces nouvelles formes d'écriture vont arriver demain sur le marché. Et on fait aussi des solutions d'outils, des solutions d'Orange. On réfléchit un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on réfléchit à la synchronisation entre les devices. Je ne sais pas si vous connaissez le projet Natal, où on peut diriger sa télévision de loin sans télécommande. Nous, on fait la même chose, qui s'appelle Kinyu, aussi pour la télévision, pas pour le jeu. Donc ça permet de naviguer. Exactement, c'est Minority Report. Ça permet de naviguer dans le contenu et on réfléchit à cette synchronisation. Et donc on démystifie et on montre aussi aux producteurs aujourd'hui toutes les technologies qu'on est capable d'apporter afin qu'ils puissent en fait libérer leur créativité. Parce que le plus important dans une histoire, c'est l'histoire justement. Et le plus important, c'est que même si ça circule dans tous les médias, s'il n'y a pas de créativité, si ça ne plaît pas, ça ne trouvera jamais d'écho. Voilà. Merci beaucoup Christophe. Donc on le voit, énormément de définitions du transmédia, évidemment donc des approches de chaque métier, de chaque culture. Christophe revendiquait son statut de digital native. Tout ça évidemment nous amène à nous interroger sur comment est-ce qu'on peut amener le possible. Je crois que c'est exactement ce qu'on évoquait à l'instant, qui est de donner dans cet espace de temps qui est libre des contraintes de production, de rythme impitoyable du marché, la possibilité d'imaginer, de créer, de penser, alors soit dans l'objectif d'inventer des nouvelles formes de création avec un objectif de marché, ou d'avoir une démarche purement créative. Je serais très heureux d'avoir un premier tour de table après cette présentation de chacun sur, à votre avis, et ça fait un peu de prospective dans 5-10 ans, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on soit capable de mettre derrière ce mot transmédia? Une nouvelle forme d'usage, de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques, de nouveaux business, de nouvelles façons d'élever l'âme. Quelles sont vos réponses? Sabrina. Mais tout ça n'est pas si nouveau. Je pensais tout à l'heure à une pièce, par exemple, de Pierre Huyghe, pour ceux qui vraiment seraient très portés sur l'art contemporain. Mais enfin, maintenant, Pierre Huyghe a une certaine notoriété internationale. Et je pensais à une pièce notamment qui consistait, c'est un travail de 2000, donc c'est déjà 10 ans, qui s'appelle 2 Minutes Out of Time, qui part d'un personnage vous savez, ces personnages qui sont faits par les agences japonaises à destination justement des jeux vidéo, enfin bon, personnages à vendre comme ça. Donc, elle s'appelle Anne Lee et Pierre Huyghe il avait acheté comme un produit comme ça qui aurait pu donner tout à fait une autre exploitation. Et pour en faire un petit film, enfin c'est de l'art vidéo. Voilà, donc ces emprunts à des univers, on pourrait dire des prêts comme ça, sociétaux, enfin tout à fait dans lesquels nous sommes tous immergés, sont pas du tout récents dans l'art contemporain. Donc tout va continuer de se contaminer, de se croiser en permanence. Je vous donne cet exemple. Il ne s'agit pas de faire spécialement de prospective, parce qu'il y a déjà énormément de pratiques de ce genre dans le volet artistique. Très bien. Ce que je trouvais intéressant, peut-être, c'est ce que Christian a pu évoquer sur justement... Et sur le coup, Inès parlait de former des gens pour trouver du travail. Et on parle d'un débat mais sur non, la ils table. ne trouvent pas du travail. Ils en ont en tant qu'auteur et qu'artiste. C'est bien justement ce débat, ce point de vue que je trouvais intéressant d'évoquer. Ben oui, alors après, ils sont aussi souvent auteurs, en fait, quand on dit bien auteur
bande dessinée, d'animation, non? À hauteur, c'est un travail. Il n'y a pas d'opposition. Ça, on pourrait débattre du statut de l'artiste et de ce qu'on appelle l'insertion professionnelle. Parce que on parle de formation, donc voilà, de fait, voilà. c'est donc bien le c'est là débat. où peut-être, c'est pour ça qu'il y a quand même ce ne sont pas vraiment des points de désaccord, mais en tout cas, ce sont des réalités différentes. Donc des réalités sur lesquelles chacun de vous a une appréciation différente. Et sous ce vocable C'est un transmédia, constat, c'est tout. on amène des jeunes dans un épanouissement qui trouvera des chemins différents. Donc je trouvais intéressant de voir en quoi cette technologie ou ces chocs entre technologie, créativité, métier pouvaient donner de nouvelles opportunités pour réinventer de nouvelles façons d'être auteur, réinventer de nouvelles façons de travailler, de surtout réinventer de nouvelles façons de travailler ensemble. Parce qu'au fond, c'est peut-être une des choses essentielles du transmédia, c'est que ça rapproche des univers qui peut-être se parlaient moins, et en tout état de cause, ça amène un vrai travail collectif qu'on avait peut-être moins dans des chaînes de fabrication beaucoup plus structurées, beaucoup plus organisées. Il y a ce côté bureau d'études permanent, innovation. Alors j'entends dans l'art contemporain, il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à ces méthodes. Moi, je connais bien le travail de Fabrice Hibert qui a essayé de travailler justement dans cette fertilisation croisée. Oui. Mais le travail collaboratif se développe. Je laisse Christian répondre tout de suite. Mais c'est vrai que c'est important et on envisage de se rapprocher également de l'Engevin, pas seulement parce que Stéphane Atkin connaît aussi très bien l'art contemporain, mais parce que cette dimension collaborative, par exemple, de la manière dont les diplômes, par la force des choses, enfin les projets sont soutenus, nous intéresse énormément. C'est ce qui se passe dans l'enseignement, par exemple des dispositifs interactifs, comme ils sont pratiqués à Poitiers, où nécessairement le travail est fait en équipe, disons. C'est pas le travail du dessinateur isolé, mais ça même déjà c'est un peu mythique en fait. Donc oui, je vais laisser Christian. Christian, quelques réflexions sur ce temps et cet espace, et qu'est-ce qu'on peut imaginer pour les jeunes étudiants qui passent chez vous justement dans ce monde de demain? Je sais pas, il y a des choses concrètes qui sont le rapport au métier, par exemple, puisqu'on a parlé de ça. Je crois qu'il y a des métiers effectivement très spécifiques qui sont les métiers de gestionnaire ou de cet ordre-là. Mais pour nous, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on a eu une attitude assez élémentaire par rapport à cette vitesse technologique. C'est-à-dire par rapport, par exemple, au passage fulgurant des logiciels qui pouvaient être éphémères ou s'installer dans le paysage industriel. Et donc on n'a pas couru après ça. On est resté donc dans cette, là aussi un temps incompressible pour l'apprentissage de choses fondamentales, c'est-à-dire de techniques, là pour le coup, mais de techniques souvent manuelles, par exemple, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un animateur, qu'est-ce que c'est qu'un storyboarder, qu'est-ce que c'est, voilà. Des choses qui sont immuables, qui changent, ou l'outil change effectivement, mais l'outil, en fait, c'est justement le marché ou l'industrie qui se propose d'une part de le confirmer dans sa viabilité, et puis une fois que les studios adoptent un outil, ils se font forts de toute façon par rapport à un étudiant qui sort d'école pour le former très très vite. Alors effectivement, une fois que l'outil est installé dans le paysage, l'école en tient compte, et effectivement, avec un léger temps de retard, on commence à enseigner pour la 2D Flash After ou des choses comme ça, et là le relief l'année prochaine, et probablement suite à cette université d'été, probablement qu'il y aura quelques interventions sur le transmédia, le cross-média. Justement, Christian, parce alors que j'y pensais pas du tout avant. Donc cette technicité, cette capacité à évoluer, elle est tout à fait évidemment essentielle, et cette capacité à garder les bases de son métier, je crois que c'est quelque chose de très important. Mais Christophe, autant qu'Éric et Stéphane ont pu évoquer justement cette notion qui est celle du transmédia, de prototypage, de choc, et justement, est-ce que véritablement le travail de gestionnaire est né qu'un travail de gestionnaire au sens où peut-être il l'était dans une chaîne comme l'animation très structurée? Est-ce que sur le coup, Christophe, Éric, Stéphane, vous avez un point de vue là-dessus? Moi déjà j'ai un point de vue sur on ne sait pas de quoi on est en train de parler. Ça c'est à peu près clair. J'avais déjà dit au départ quand on a parlé de transmédia, c'est pas parce qu'on fait à partir d'un même film différentes choses, c'est pas parce que on est en train de parler de choses qui n'ont rien à voir, et donc après il n'est pas question de parler de métier. Si on ne sait pas de quel domaine, de quelle forme de création, de production, ça, on est en train de tout mélanger. Donc ça, c'est mon premier point de vue sur la question. Merci. La deuxième, sur ce que j'appelle, moi, le transmédia, qui, je pense, ressemble à ce qu'on a été dit à propos d'Orange Lab, c'est-à-dire le fait qu'on fait une production de quelque chose qui peut être une création artistique,
qui peut être quelque chose pour la publicité, qui peut être quelque chose... toute forme de communication. Hein. Je veux dire, prenons l'histoire du cinéma, on fait du cinéma industriel, on fait du cinéma artistique, on fait du cinéma pour la télé d'auteur, il y a plein de formes de cinéma. Ceci dit, derrière, il y a un certain processus de production qui est à peu près identique, ce qui fait qu'une école peut se créer autour de l'idée du cinéma. Donc si on revient à l'idée du transmédia, la difficulté qui est bien plus difficile que le jeu vidéo, c'est qu'il n'y a pas de processus de production défini. Il y a des gens qui en font. On peut inviter des grands experts. À la fin, je vous montrerai, on va faire une masterclass à Marseille. Mais on ne peut pas vous dire, voilà, on commence par faire une petite équipe pour un jeu vidéo qui fait ça, puis ensuite elle grossit, ensuite... Ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce qui va caractériser cette forme de création? Je pense que c'est à peu près 3 choses. La première, c'est effectivement l'aspect communautaire et sociologique. Que ce soit au niveau de la façon dont on va gérer, mais la façon dont on va créer, on crée pour un groupe de gens qui vont être à la fois, qui vont participer à cette création, avec un certain nombre de choses qu'on sait. C'est-à-dire que sur ce groupe de gens, il va y avoir 15% d'actifs et le reste, c'est des passifs. Donc il faut que chacun puisse y trouver son intérêt, son plaisir, enfin ça dépend ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est une première idée. Donc il faut bien que dans cette histoire-là, il y ait des gens qui aient une idée. Et ça, c'est de comment je fais quelque chose pour un groupe de gens. Et c'est très différent que de faire un film pour les enfants ou pour les adultes. On fait quelque chose pour que les gens réagissent d'une certaine façon par rapport à cette chose-là. Donc ça me semble être la première composante. La deuxième composante, c'est qui vient à la fois du jeu vidéo et je dirais du spectacle vivant, c'est qu'on ne contrôle pas le temps de façon synchrone comme dans le cinéma. Si je fais un jeu en réalité augmentée, ça va se durer sur 1 mois. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer chacun des jours, je vais essayer de le piloter. Les gens vont rentrer dans l'histoire à un moment donné et en ressortir à un autre moment. Et il faut que malgré tout ça constitue quelque chose de cohérent. Et la troisième chose, c'est que je pense l'ensemble de tout ça, non pas comme, pour reprendre ce qui a été dit à propos des formations économiques, je ne pense pas à ça comme un média avec des médias dérivés, je pense ça comme une espèce d'ensemble qui va produire un ensemble de produits simultanément. C'est-à-dire que je suis obligé, à cause des mécanismes de financement, de savoir que le jeu en réalité augmentée va produire toutes les semaines une émission de télévision qui va passer sur le web. À la fin, je vais pouvoir faire je ne sais pas, mais l'ensemble du processus constitue une cohérence qui est différente probablement de ce qu'on a dû vous dire, j'étais pas là, mais présentation dans Kama, où on part d'un produit qui est Dofus, et puis à partir de ça, on en décline des histoires et des choses qui sont chacun des produits qui ont aussi un aspect communautaire, parce que bien entendu, les gens qui lisent des BD de Dofus, ce sont supposés être les gens aussi qui aiment le jeu vidéo, etc., et avec des possibilités d'erreur considérables. On connaît l'histoire des Sims Online, enfin tout le monde ne connaît pas. Electronic Arts a essayé de faire un jeu en ligne à partir d'un jeu qui était un God Game, et ça n'a pas marché, parce que ce n'est pas de psychologie de groupe les mêmes, les gens qui jouent au jeu en ville et les gens qui jouent au God Game. Et ce n'est pas parce que c'était les mêmes petits personnages dans une petite ville américaine stupide que ça marchait aussi bien dans les 2 cas, parce que ça visait 2 populations différentes. Donc il y a une espèce de compréhension de tout ça. Alors après, on en fait ce qu'on veut. On peut en faire. Il y a des gens qui en font des œuvres d'art avec une esthétique de l'interaction. Il y a des gens qui vont en faire de la publicité. Il y a des gens qui vont faire la guerre avec ça, ou en tout cas de la propagande. Il y a des gens qui vont en faire toutes sortes de choses. C'est une forme de communication, et c'est ça qui me semble au cœur à la fois des métiers et de ce qu'est le transmédia. Non, je voudrais revenir, ça tombe très bien les remarques de Stéphane, parce qu'en fait on se rend bien compte que effectivement le transmédia c'est envisager de communiquer par de nouveaux moyens, mais on est bien sur aussi une intention persuasive. À partir du moment où on souhaite mettre du contenu en ligne, c'est pour persuader quand même une communauté. Une communauté, je peux participer, je suis un participant dans cette communauté, j'ai des choses à dire, etc. Donc ce que je veux simplement souligner par là, c'est qu'on revient quand même à des fondamentaux du marketing. Alors le marketing n'est plus à la fin du processus créatif, il y a une œuvre et puis il faut trouver un moyen de la faire connaître, etc. Il est dès le départ
Et dès la conception, alors sous des formes évidemment peut-être assez subtiles, assez pointues, si on doit imaginer un business model où il y a de l'item buying, il faut être impliqué en tant que responsable marketing très tôt dans le processus pour voir comment ça peut s'intégrer sans venir perturber à la fois l'adhésion à une communauté, à des valeurs, et puis aussi effectivement répondre à des réalités tout simplement économiques, de style de consommation, etc. Donc je pense que moi, ce que je trouve intéressant dans cette démarche-là, je n'ai aucune réponse, aucune recette, mais c'est qu'effectivement, ça oblige à repenser le marketing, non pas tout le long d'un processus créatif et voir ce qu'il peut apporter, et en tout cas se rappeler que tout processus créatif est aussi une démarche un peu marketing, dans le sens où il cherche quand même à persuader un interlocuteur. Donc là, toujours Inès, au-delà de l'expertise que chacun d'entre vous va nécessairement donner à vos étudiants, il y a une réflexion sur le processus de conception et sur la connexion avec la communauté, que ce soit des clients, que ce soit des spectateurs, que ce soit des interacteurs ou des spectateurs, comme le disait Christophe. Oui, ou des consommateurs, puisque vous savez que c'est le grand discours des consultants. Bon, au-delà de tout ça, je crois qu'il y a l'idée d'un marketing un peu plus participatif, sous des formes nouvelles. Et effectivement, il faut être créatif aussi dans sa démarche marketing, aussi parce que je crois que tous ces nouveaux médias créent de nouvelles relations, plus intimes, plus... je ne sais pas comment dire ça, mais je pense qu'il faut aussi que le marketing se transforme, c'est-à-dire qu'à partir du moment des médias qui deviennent des médias très proches, très intimes, il faut peut-être que le marketing devienne aussi un peu plus subtil, un peu plus doux, un peu plus nuancé dans sa façon de communiquer, parce qu'on sait très bien que le consommateur acquiert de l'expérience aussi, et on sait très bien qu'il rejette violemment, et en particulier les jeunes, des formes trop intrusives de communication persuasive et de promotion, je dirais, d'un certain nombre. Plus de vérité dans le marketing. Vérité, je ne sais pas, mais en tout cas certainement beaucoup plus de subtilité, et en tout cas une prise de conscience que le consommateur est aussi quelqu'un qui résiste au message publicitaire ou au message marketing un peu trop marqué, je dirais. Christophe, quelques interventions ? Oui, juste, nous, on fait des accompagnements aussi. On a accompagné une grosse agence qui s'appelle Publicis, une partie de Publicis. Et donc justement, on a réfléchi à un nouveau terme que retour sur investissement, mais qui est le retour sur engagement, qui est le nouveau mot à la mode sur les consultants. Et donc, ce que cherche la marque aujourd'hui, c'est vraiment communiquer avec... pas ses consommateurs, mais communiquer avec les gens, communiquer avec les communautés. Donc on voit par exemple Coca-Cola qui a une page fan Facebook avec je ne sais pas combien de millions de fans dessus. Et en fait, ils n'arrivent pas à communiquer, ils n'arrivent pas à gérer. Et en fait, cette page a été créée par deux jeunes étudiants qui ont été après embauchés par Coca-Cola et qui aujourd'hui, en fait, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de communication derrière. Donc pour moi, il y a déjà un véritable métier aussi quand même qui est en train d'être créé et qui a un véritable métier de communication pour la marque. Et il va falloir vraiment changer toutes les logiques de marque qui veulent un retour sur investissement à la base en retour sur engagement. Et ça, il n'y a que les grands groupes qui commencent à réfléchir. Ils font des opérations de transmédia, on appelle ça le post 360, le 360+1. Il y a plein de nouveaux termes qui sont absolument géniaux. Les publicitaires sont très forts pour ça. Des choses aujourd'hui. Et je vous conseille de faire un peu de veille sur ces choses-là, c'est énorme. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, ce qu'ils veulent, c'est que leur discours soit clair. Donc ça, c'est la base. Le discours clair d'une marque, c'est logique. Le discours soit clair pour justement pouvoir communiquer et que, en fait, les consommateurs récupèrent la marque, et c'est exactement ce qu'a fait Apple, c'est que après déforment un peu la marque et adaptent la marque à eux. Et après, on arrive sur une logique de customisation de la marque, une logique de personnalisation de la marque. Et c'est un peu ce qu'a fait Ludo.fr. Quand ils font un site internet et qu'on se permet de personnaliser son site internet, c'est exactement la même chose. C'est une marque 360, c'est une marque transmédia, mais c'est une marque. Ce n'est pas des contenus transmédia. Là, je pense qu'on peut parler plus de contenu. Et ce qui est important dans les contenus, c'est l'histoire. Et donc, les publicitaires, aujourd'hui, cherchent à raconter des histoires. Et qui racontent des histoires en faisant du buzz. Donc, on lance la balle et elle tombe tout de suite. C'est ce qu'on appelle Evian Baby, quand on voit des enfants qui font du roller et qui fait plus de 3 millions de vues sur Internet. Après, on a d'autres exemples de buzz. Et après, ce qui se passe, c'est que ça tombe.
c'est que comme il n'y a pas de communication, c'est qu'on n'en parle plus et c'est un autre buzz qui va arriver derrière. Et là, les marques ont une véritable réflexion et elles se disent, si je raconte une histoire, je fais par exemple comme Verizon, je vais sponsoriser une série, mais de manière discrète. Je serai toujours derrière. On y aura tout le temps mon téléphone portable Verizon derrière, mais je serai de manière discrète. Donc j'aurai une communication plus intelligente, et en même temps je serai du transmédia parce que je serai à la télé, j'aurai une web série, j'aurai un jeu, et j'aurai toujours Verizon qui sera là. Donc c'est des logiques qui commencent à venir. Mais l'embêtant, c'est que je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Christophe, merci de cette intervention. On va rester centré sur le sujet de la formation, qui est celui de cette table ronde. Donc, Eric, peut-être je voulais juste et après on passera à un certain nombre d'interactions avec la salle. Je voulais juste faire un point sur ces questions de terminologie. D'abord parce que le grand public ne sait absolument pas du tout qu'existe le trans ou le cross-média, absolument pas du tout. Secondo, il faut vivre, on est en 2010, et toutes ces questions-là ont souvent été posées, j'allais dire, à la fin du siècle dernier, c'est-à-dire quand est arrivé d'une manière industrielle la convergence des médias. C'est-à-dire des gens qui détenaient des tuyaux et qui ont dit « j'ai des tuyaux, qu'est-ce que je vais mettre dedans ?» Or, c'est intéressant, la discussion qu'on a eue avec Orange, c'est qu'on est toujours dans cette problématique. J'ai des tuyaux et j'ai plein de tuyaux et il en arrive tous les jours, mais je ne sais toujours pas quoi mettre dessus. Alors j'ai un tuyau qui s'appelle iPhone, ça tombe bien, je le vends. Mince, il y a un autre tuyau qui s'appelle iPad, mais celui-là, j'ai pas le droit de le vendre. Alors j'ai un autre tuyau qui s'appelle la box. Oui, mais il y a la TNT, mais il n'y a pas de la TNT. Donc en fait, il y a cette course effrénée de j'ai plein de tuyaux, j'ai de plus en plus de tuyaux, il y a des fuites partout, mais forcément, la génération de contenu, elle n'avance pas. Et l'autre élément qui est dramatique, c'est que non seulement cette évolution de contenu, elle ne peut pas aller aussi vite, ne serait-ce qu'en volume, mais surtout en termes d'imagination et de créativité, elle ne peut pas absorber ces chocs. Et par exemple, tous les exemples qu'on a vus, par exemple, qui sont très très bien, hein, tous individuellement, sont très amusants parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'en 10 ans, on a vécu à peu près les mêmes expériences de bande dessinée interactive qui bougent un petit peu, pas trop, mais on n'est pas sur une révolution en termes de contenu. Et la chose est absolument terrible, notamment quand on arrive en formation, c'est qu'encore une fois, venez voir des travaux d'étudiants de première année ou de deuxième année, et là, on voit une chose, c'est qu'eux inventent des choses que les grosses structures sont incapables d'absorber, parce qu'on est déjà dans une étape supplémentaire. Et juste pour finir ça, la seule solution pour se sortir de ça, c'est d'aider massivement ces étudiants à créer leur structure. Parce qu'en créant leur activité, en créant leur structure, eux-mêmes vont construire les produits qui seront là dans quelques années, et pas seulement se dire « Ah bah tiens, je vais réinventer le format, le fil à couper le beurre, l'eau tiède, ainsi de suite. » Donc réfléchir à comment travailler ensemble. Et déjà réfléchir à ça, et aussi, c'est-à-dire que moi, le Translab, c'est une expérience qui est très positive, donc c'est pas du tout une critique, au contraire, parce que c'est assez rare, mais justement, profiter de toute cette génération de cash, parce que vous avez un modèle économique qui est formidable, Orange, hein, mais pas seulement Orange, dans le principe, la téléphonie a inventé le modèle économique imparable, d'utiliser tout ce cash-là pour justement faciliter peut-être des cellules de recherche indépendantes, enfin de la création, ainsi de suite, qui permet de structurer des offres à la fois de contenu, mais aussi de technologie. Enfin, je dis les deux. Mais encore une fois, c'est pas une attaque du tout, puisque il n'y a pas qu'un seul. Mais c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas que Orange. Voilà. Et hier, parce que je l'ai dit aussi, je le rappelle encore aujourd'hui, parce que hier je me suis fait un peu critiquer là-dessus. Je le redis encore une fois, Orange, c'est 40 milliards de chiffre d'affaires. 52 maintenant, vous voyez, 52 milliards de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que j'ai dit hier? J'ai dit Bouygues, c'est 2,5 milliards. Lagardère Active, c'est 3,5 milliards. C'est-à-dire qu'on voit bien que le poids économique de ces diffuseurs est tel que si demain vous voulez faire de la télévision interactive, vous rachetez qui vous voulez. Donc on voit les déplacements, on peut toujours imaginer ce que l'on veut, mais le poids économique, il est vers ceux qui génèrent le plus facilement du cash et de manière aussi longue. Voilà, merci. Merci Eric. Beaucoup à dire, mais je propose de passer aux interactions avec vous. Thierry Smolderon pour commencer. Donc si vous voulez, j'ai l'habilité de vous présenter rapidement avant de poser votre question. Bonjour, Thierry Smolderon, donc je travaille à l'école, j'enseigne à l'école supérieure de l'image en face. Frappé aussi évidemment par la différence de discours et de perspective et de centre de gravité. Et ce qui me frappe, moi, dans les discours, je n'ai pas trop l'habitude de les entendre d'Orange et même des Gobelins. C'est l'importance de la rhétorique, c'est-à-dire que vous êtes dans la persuasion, dans la séduction, vous êtes sur un mode dans lequel vous êtes en permanence en interaction
avec votre public sur l'ordre de la demande de retour, de confirmation que ce que vous faites va dans le bon sens et d'engager à ce moment-là la suite de l'histoire dans le sens qui est désiré. Ce qui est en fait un type de fonctionnement qui est typiquement celui qu'on pourrait appeler des attractions. Hein. Je pense que les foires fonctionnent sur ce genre de système-là. Mais on a l'impression que pour vous, c'est nouveau ce système-là, alors que il y a des phases dans l'histoire de la culture très, très marquées. Qui ont été des grandes phases de ce type de fonctionnement-là. Mais l'une des caractéristiques du processus des attractions, c'est celui d'être en général très fourmillant, très distribué, de jouer sur des petites expériences en concurrence rapide. Et ça se marie en général assez mal avec des structures qui essayent de récupérer cette force d'attraction et d'exploration un peu darwinienne, disons, des formes. Ça se marie assez mal avec des discours institutionnels massifs correspondant à des mastodontes de 40 millions, 52 millions, je ne sais pas à quelle heure il est, peut-être que c'est plus déjà, milliards d'ailleurs, d'euros. Et ça se marie assez mal. Je veux dire, dès le moment où vous mélangez ce jeu du bonimenteur de la foire qui essaye de présenter son nouveau monstre et son nouveau truc, avec une logique qui correspond en fait à un point économique, politique, social gigantesque. Là, je commence moi vraiment à avoir les jetons, sérieusement, d'une part. Et pour différencier, la zone qui est celle des écoles, parce que là, il y avait manifestement un créneau très intéressant avec des gens qui se situent manifestement à des bons niveaux d'échange. Je pense que, par exemple, la présentation sur le marketing du jeu me semblait très, très équilibrée et avoir un regard panoramique sur toutes les dimensions des problèmes éthiques et commerciaux. Mais pour situer un tout petit peu le point de vue d'une école d'art dans un contexte comme celui-là, la façon d'encadrer d'ailleurs ces discours toujours souriants et de dire oui, et vous, les écoles d'art, et de toujours ramener à la logique du commerce, même quand on parle comme ça dans un panel comme celui-là, est d'ailleurs très significatif. Il est clair que le travail dans une école d'art n'est pas de former des gens à maîtriser une rhétorique, c'est tout le contraire. Et je dirais même que vous ne vous rendez pas compte à quel point tout ce contenu dont vous parlez, ces histoires et tout ce matériau dont on peut retracer la généalogie depuis l'âge baroque, si vous voulez. Il suffit de regarder ce qu'il y a à l'écran là. C'est un jeu vidéo, donc bah, oui. on a la Ligue de l'Humanité. Qui se passe à Venise avec un mélange de zen et d'armure Heroic Fantasy. Donc on est dans le néo-baroque pur et simple, c'est-à-dire une tradition foraine qui est transportée par l'histoire de la bande dessinée, en particulier du dessin humoristique. Et ce que vous oubliez là-dedans, et ce que je suis en train d'oublier aussi du fait de mon énervement, c'est l'humour. Et la satire et la remise en cause de la rhétorique et ce décalage et cette permanence de travail de recadrage humain, créatif, que les auteurs de bande dessinée à leur toute petite échelle sont capables de faire avec une manière hyper perçante sur tous ces sujets-là. Et en fait, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est qu'en tant que mammouth gigantesque, vous bouffez, vous consommez du travail qui a été fait dans cette perspective-là il y a 50 ans, et que dans 30 ans, 50 ans, avec la même arrogance, je ne vous parle pas de vous personnellement, vous êtes des acteurs avec 40 milliards derrière vous, vous parlez avec les 40 milliards, mais vous ne vous rendez pas compte que dans 35 ans, 50 ans, vous boufferez ce que les petites personnes là, que vous semblez un petit peu mépriser, sont en train de créer. Et on peut vous les montrer de façon tout à fait... Alors, déjà, je ne suis pas Orange. Je suis Orange Valley, donc il y a 60 personnes chez Orange Valley. Transmedia Lab, c'est 10 personnes. Je n'ai pas 52 milliards d'euros, sinon je ne serais pas là. Ensuite, moi, je voulais juste aussi prendre juste une petite expérience. Vous parliez de la BD. Eh ben, on a travaillé avec Alexis Nolan. Alexis Nolan, c'est Mats, c'est le tueur. Et il a écrit un scénario. Il a écrit un scénario qui était très intéressant. Et c'est un auteur
qu'on n'a pas pu accompagner personnellement parce qu'il travaille pour Ubisoft encore, mais on a travaillé avec Brice Holmes, qui est son partenaire de travail. Et donc on a travaillé avec ces scénaristes qui se sont posés des questions, des scénaristes de BD qui se sont posés des questions sur le jeu vidéo et qui se sont aussi posés des questions sur comment raconter une histoire. Et nous, on les aide au développement. Est-ce que Orange va bouffer tout? Je ne sais pas. Est-ce que Orange va détruire la création? Je ne sais pas. Oui. Est-ce que je méprise les jeunes? Je ne pense pas. Et surtout, vous oubliez toujours la dimension d'humour et de distance. Et ça, vous ne pouvez pas le faire parce qu'institutionnellement, vous ne pouvez pas avoir de l'humour. Monsieur, ça fait un an. Forcément. Donc, je pense c'est pas. Mais moi j'ai beaucoup d'humour aussi, je pense, et je reviens. Il ne faut pas me voir avec une carte avec marqué Orange, avec marqué TM. Et si vous voulez me voir avec une carte avec marqué Orange, eh ben c'est pas dramatique. Et mon avenir, je suis d'accord, je le construis aussi en ce moment. J'ai 24 ans, je suis tout jeune, donc j'espère encore avoir autant d'humour et autant de créativité possible. Christophe, l'arrogance de la jeunesse, c'est une maladie terrible. Je veux dire, dans le débat qui est là, je ne sais pas s'il y a un débat, je ne sais pas sur quoi. La seule chose que j'ai retenue, c'est que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui part du jeu vidéo et qu'on trouve là-dedans et qui est très différent d'une position d'art et même de cinéma. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait la différence entre une école comme l'ENVI et une école de cinéma? C'est qu'effectivement, la première chose qu'on apprend aux gens, c'est de penser sans arrêt à ce que va faire le spectateur. En ce sens, je rejoins ce qu'il dit, c'est-à-dire on ne pose pas comme dans une école d'art plastique une œuvre et dans sa représentation on regarde ce que va faire le spectateur, l'auditeur. Ça, on pense sans arrêt, d'une certaine façon, il faut dire les choses comme elles sont, comment manipuler la psychologie et collectivement la sociologie du spectateur. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute et il y a des gens qui le font d'un point de vue artistique. Ça devient l'esthétique de cette interaction qui constitue le cœur de ça. Il y en a d'autres qui le font d'un point de vue commercial ou pour faire de la propagande, comme j'ai dit, ou pour avoir un discours politique. Il y a des élèves qui ont fait la semaine dernière, nous ont présenté un jeu, comment est-ce qu'on peut gérer un centre de rétention administrative. C'est un jeu, au bout d'une demi-heure, on se rend compte qu'on ne peut pas gérer un centre de rétention administrative. C'est le message qui est porté par le jeu. Donc on peut se servir de ça, je veux dire. Après, qui va se servir de cet ensemble de mécaniques de communication et comment on va s'en servir, je pense que l'histoire de la télévision est là pour nous raconter que la télévision a donné lieu à des gens comme Jean-Christophe Averty, à des choses qui sont quand même tout à fait extraordinaires comme Lost, et une quantité de choses qui sont complètement désolantes, affligeantes, et qui constituent d'ailleurs le cœur de la production télévisuelle, et ce qui se vend le plus. Mais je veux dire, si on parle de l'image, puisque le mot est l'image, c'est les machins qui sont collés dans la rue, l'image c'est tout. Ça n'est ni forcément des tableaux, ni forcément de la publicité. L'image, c'est une partie de notre civilisation qui va en croissant, parce qu'on peut-être qu'on voit de plus en plus d'écrans. Il dit, moi, j'en sais rien d'ailleurs. C'est un espèce de discours sur le nombre d'écrans. Bon, c'est vrai qu'on a plein d'écrans, mais enfin, autrefois, il y avait plein d'endroits où il y avait des papiers collés, j'en sais rien. Mais enfin, en tout cas, je veux dire, le mode de création et la nature des gens à qui s'adresse cette communication, elle peut avoir tout un tas de sens, des sens très dangereux. Régulièrement, on me demande de parler des dangers du jeu vidéo. Les dangers du jeu vidéo, c'est pas la violence, c'est pas l'addiction. Le danger du jeu vidéo, c'est la force de séduction que porte cette mécanique psychologique. Mais c'est aussi les dangers d'une époque de la télévision, du cinéma. À un moment donné, les gens qui savent faire ça savent distancier le fait, ils savent parfaitement qu'on les a amenés jusqu'au bout de l'histoire et que ce n'est pas eux qui ont décidé d'aller jusqu'au bout de l'histoire. Et donc, il y a des choses très extraordinaires qui se font avec ça, des choses lamentables et des choses très dangereuses. Je ne sais pas si on peut faire le procès a priori du média et des gens qui le font. Merci Stéphane. Bon, j'y vais alors. Non, Christian. Donc. Merci Stéphane. Christian. Voilà. Non, mais tu dis, enfin bon, je veux pas. Il y a quand même deux choses. Il y a débat. Hein, il a une drôle de gueule, le débat, mais il y a débat parce qu'il y a un enjeu.
Et il y a un mot aussi qui me trotte dans la tête que tu as utilisé, qui fait partie de ton métier, qui est massivement. En fait, les questions qui se posent dans ce type d'aéropage comme ça, c'est toujours des questions d'échelle. C'est-à-dire, c'est pas la nature de l'art, au fond, qu'est-ce que c'est que le cinéma et tout ça. Mais toi, quand tu parles de la télévision, tu parles d'averti comme d'un écran, justement. C'est-à-dire comme d'un alibi. Mais la télévision, il y a d'autres. Elle est utilisée massivement pour autre chose. Elle est utilisée pour les marchands, pour la publicité, massivement. Et averti est toujours l'alibi de le lait. Et il y a pas. Alors là, il y a maintenant un autre outil de pouvoir qui pointe son nez, qui est gratiné, qui est effectivement le jeu vidéo massif. C'est-à-dire voir des adultes, des hommes adultes, passer leur vie à jouer dans une simulation. Donc là, ce sont des vrais enjeux, quand même. Alors on peut tous faire métier de ça. Non, parce que ça peut être aussi extrêmement intéressant d'aller au bout de cette question, mais est-ce à dire que ce nouvel espace de création, et comme le dit Stéphane, qui peut amener une multitude de créations avec une multitude d'intentions, est nécessairement à ostraciser, comme l'a été la bande dessinée, comme l'a été la télévision, comme l'a été la musique, comme l'a été le théâtre, comme l'a été le roman. Le cinéma, il n'y a pas d'ostracisme. Parce que tu le dis avec une force, une violence qui est assez forte. Parce qu'effectivement, il y a un consensus. Et il y a un consensus dans le discours, si tu veux, parce que j'en ai vu cet après-midi, quand même sur l'évidence de cette réalité qui nourrit le marché, qui nourrit l'industrie. Tu vois, il y a cette grande force-là. Il y a les milliards, effectivement, qui ne se réduisent pas, qui ne concernent pas les individus, mais c'est effectivement massif. Ce qu'on vit actuellement, tous les drames qu'on peut vivre dans le monde actuellement, c'est justement ces histoires d'échelle. C'est-à-dire que c'est massif, c'est des choses qui nous dépassent. Et donc, dans notre responsabilité, je trouve, d'artistes, d'enseignants, de personnes qui travaillent, il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais c'est notre responsabilité d'en discuter, justement, et d'en débattre. Et si le débat devient véhément et un peu personnalisé, c'est parce que l'enjeu est énorme. Et parce qu'en fait, la question, c'est une question de résistance, comme depuis que l'homme existe. C'est-à-dire qu'il y a toujours des pouvoirs qui deviennent de plus en plus doux, de plus en plus séduisants, justement, mais qui sont quand même des pouvoirs aliénants, et qu'effectivement, heureusement, chaque génération jusqu'à présent génère des gens qui résistent. Et pour résister, il faut penser, effectivement. Il faut penser, il faut parler, il faut débattre. Voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Inès ? Non, je voulais juste souligner que nous, on débat pas mal entre nous sur l'articulation des identités online et offline du consommateur. C'est-à-dire que ça n'est pas si évident que ça. On est consommateur, on est citoyen, on est aussi responsable marketing, puis on est parent, et on a toutes ces identités en même temps à gérer dans sa vie quotidienne, dans sa vie ordinaire, dans les décisions qu'on doit prendre, à la fois sur le plan professionnel, à la fois sur le plan personnel. Et évidemment, là encore une fois, nous, on essaye dans nos enseignements, il n'y a pas d'idéologie, c'est-à-dire on ne propose aucun modèle, mais on essaye de conduire nos étudiants à réfléchir à ça, en fonction de leur parcours personnel, de leur histoire personnelle, du milieu duquel ils viennent, de leur système de valeurs. En fait, comment ils vont créer une cohérence dans l'ensemble de leurs activités professionnelles, personnelles, tout au long de leur vie. Donc comment ils vont finir par ne pas se sentir complètement tiraillés, désarticulés selon des logiques complètement contradictoires. Et c'est vrai qu'il faut une certaine forme de courage, d'une certaine manière, pour être un professionnel du marketing de l'enfant. C'est pas simple. On rentre sur des champs où il y a des controverses très importantes, avec des connaissances scientifiques qui sont jetées en pâture pour défendre des choix qui sont faits stratégiques ou de business model ou de rentabilité. Donc à un moment donné, il faut aussi être soi-même, il faut être en son âme et conscience, prendre des décisions. Et donc nous, on ne juge jamais une campagne ou une démarche marketing pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. On essaye toujours de réfléchir à la limite. Où est la limite ? À partir de quand ça peut devenir insupportable, à partir de quand ça pose des problèmes d'ordre idéologique majeur. Voilà, mais on sait très bien qu'il y a une idéologie aussi, il y a plusieurs idéologies qui vont se confronter dans une pratique commerciale de ce type-là. Merci de cette attention, Sabrina. Et puis on a une dernière question. Plein de questions. Ouais. Oui, non, mais je serais brève. C'est juste Thierry Smolder disait qu'une école d'art ne forme pas des rhéteurs, mais une chose est sûre, c'est qu'elle prépare d'une part à s'adapter de manière particulièrement souple et plastique aux évolutions du monde contemporain, ça c'est une première chose. Et surtout, elle développe normalement l'esprit critique
peut-être plus que d'autres formations. Moi, je suis passée par des formations qui développaient l'esprit critique, comme par exemple les classes préparatoires aux grandes écoles littéraires, et aussi d'autres qui peut-être le développaient moins, comme vous pouvez imaginer. Et donc, quand on a vécu les deux, on mesure bien l'enjeu d'inviter des conférenciers, des philosophes, des théoriciens qui apportent aussi cette dimension par rapport à ce qui est pratiqué à l'extérieur de l'école et même en son sein. C'est pourquoi, par exemple, on avait envisagé avec Magélis, avec le CEP, justement, d'inviter quelqu'un comme Bernard Stiegler, qui est particulièrement salutaire sur ce genre d'enjeu, me semble-t-il. Séverine, une autre Oui, intervention. alors il y en a plusieurs interventions. Je ne sais pas si ce sont que des questions. D'ailleurs, je pense qu'il y a des interventions. Comme j'ai le micro, je le garde. Parce que je n'ai pas intervenu jusque-là. Pour dire 2-3 choses, je pense que le premier élément, c'est bon, tout le monde a conscience évidemment de la métamorphose complète des rapports économiques de production, parfois même de domination qu'on vit en ce moment, qui sont bourrés à la fois d'inquiétude, ça a été dit à l'instant, mais aussi de potentiel de création artistique, de pratique dans les pratiques culturelles, mais aussi de potentiel de développement. On a des modèles d'entreprise intégrés ou d'autres modèles de coopération qui sont en jeu. Et je pense que pour pouvoir aborder ces enjeux-là, il faut plusieurs choses. D'abord, la première chose, et moi j'en suis plutôt content, c'est ce genre de moment. Ça sert à ça. Précisément, justement, de confronter entre un pôle image qui s'occupe des friches entrepreneuriales autour de ces filières-là et une réflexion culturelle par ailleurs sur ce que sont les cultures, les confrontations de l'image, ça sert justement à ça. Le deuxième élément, Inès l'a dit, c'est un rapport critique. Il faut toujours en permanence, y compris un rapport critique qui ne peut pas être simplement un rapport en tant que parent ou en tant que citoyen. Je pense que les institutions développent ce rapport critique est essentiel. Ça renvoie à ce que Christian disait à l'instant sur le recul nécessaire et le fait d'avoir conscience qu'on ne peut pas non plus en tant qu'artiste, créateur, être dépossédé de son œuvre sur l'autel de stricte logique commerciale. Et puis, peut-être une dimension, parce qu'on a beaucoup parlé cet après-midi, enfin tout à l'heure et même un peu hier, des nouveaux enjeux économiques que ça posait, des nouveaux modèles, y compris des technologies. Il y a peut-être un enjeu sur, peut-être que c'est ce que Thierry a voulu exprimer tout à l'heure, ou d'autres, c'est l'enjeu en termes de création contemporaine, et notamment de dialogue entre les disciplines artistiques, notamment celle de l'image. Bon, je sais que par exemple le Créadoc, le Centre de création documentaire et l'MK, se sont associés autour de principe d'habiller de manière sonore des petits films d'animation qui avaient été faits par les étudiants. Je crois que c'est d'ailleurs en ligne sur le site de France Culture. Il y a entre l'Engmin et les Gobelins des associations de ce type qui sont intéressantes parce que c'est de l'ingénierie de formation, mais c'est aussi derrière des productions qui sont intéressantes. Et quand on parle de transmédia, de rencontres entre ces disciplines, ce qui est intéressant, c'est justement ces dialogues, que ce soit de la transécriture, comme on l'avait évoqué hier, c'est-à-dire de l'adaptation, ou tout simplement un dialogue entre différentes disciplines, ou alors du transmédia organique, intégré, tel que ça a été évoqué tout à l'heure. Et je finirai là-dessus. On avait, dans la préparation de cette université d'été, Magélis et la Cité internationale évoqué, d'ailleurs, c'était Jean Romain qui avait soufflé un peu cette idée qui me paraît vraiment intéressante. Et pourquoi pas un projet transécole ? C'est-à-dire de donner le temps, ça peut être intéressant, de voir si, avec les étudiants en jeux vidéo, les étudiants dans le domaine de l'animation, les étudiants en art appliqué, peut-être pourquoi pas avec les conseils de ceux du CEP dans le domaine de la valorisation de la stratégie que pourrait être une production de ce type. Alors si en plus Transmedia Lab est prêt à valoriser ce genre de production, c'est super dans l'accompagnement de projets, mais ça pourrait être intéressant de se dire aussi que là on est à la fois dans un processus de rencontre de formation, donc de mise en commun de connaissances, premièrement, dans un projet qui est un projet créatif et qui à terme recherche une visibilité. On soumet ça comme ça au hasard, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais peut-être qu'on vous relancera parce que ça peut être intéressant, créatif, stimulant, et puis être un peu à la confluence des différentes discussions qu'on a eues entre nous. Et pour ne pas faire perdre du temps, je passe tout de suite la parole à mon voisin, comme ça on pourra peut-être après faire un petit tour de réponse. Je crois qu'on peut déborder de 5-6 minutes, à cause de moi. Si vous voulez bien vous présenter avant de poser votre question. Bien sûr, donc je suis Sébastien Célimon, mon pseudo c'est Sébastien Naéco, je m'occupe du blog Le Comptoir de la BD sur lemonde.fr.
Alors, en fait, depuis tout à l'heure, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Il n'y a pas forcément un débat stricto sensu, mais il y a des choses très intéressantes qui sont dites. Il y a juste 2 points que sur lesquels je voudrais vous interroger. Le premier point, c'est que depuis tout à l'heure, on parle d'art, on parle de contenu, on parle de création, on ne parle jamais de culture. Ça m'intrigue. Bon, je ne vais pas forcément développer. Le deuxième point dont je voudrais vous parler, c'est aujourd'hui, tout à l'heure, on a eu un intervenant à la conférence précédente qui exprimait son désarroi à arriver à trouver le bon guichet pour montrer ses projets. Un projet transmédia, comme je le comprends, comme c'est expliqué depuis tout à l'heure, c'est donc un projet qui peut être un projet d'animation, un projet de jeu vidéo, un projet qui permette l'immersion dans un univers avec de multiples entrées. Je fais ça court. Si c'est déjà difficile dans l'absolu d'arriver au guichet et d'arriver aux interlocuteurs avec un simple projet, comment arriver à trouver des bons interlocuteurs et lesquels avec un projet transmédia? Ça m'interroge beaucoup aussi. Par extension, la question que je me pose, dans toutes les formations que vous représentez, quelles sont celles qui forment aux producteurs ou aux chefs d'orchestre, comme vous l'appeliez tout à l'heure, au métier de producteur et de chef d'orchestre qui soit capable à la fois d'être un coordinateur entre les différentes sphères créatives et les différents modes de communication et d'expression, et qui soit également, parce que le métier je pense est forcément lié, quelqu'un qui soit capable d'aller chercher des financements. Parce que comme vous le savez très bien, c'est déjà très difficile dans le monde du dessin animé par exemple d'avoir des financements pour développer une série. Alors, je n'ose même pas imaginer un projet transmédia. Il faut par définition une filière de financement absolument considérable. Et enfin, je termine, je reviens à ma question première de la culture, qui est la question de la langue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le savez aussi, la législation en France sur les droits d'auteur, sur la gestion des produits culturels est particulièrement compliquée, particulièrement unique par rapport à l'espace européen. Si on doit trouver des financements, toujours pour faire un parallèle avec le monde du dessin animé, il n'y a quasiment aucun dessin animé en France qui se produit uniquement sur le territoire national. C'est-à-dire qu'on est obligé de sortir et d'aller faire des coproductions avec des pays tiers, avec des télévisions tiers en l'occurrence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a la question de la langue qui peut se poser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que dans vos formations, vous avez des modules et des formations qui apprennent non seulement à parler transmédia en français, mais également à parler transmédia en anglais? Voilà, je vous laisse sur ces quelques observations qui sont... Voilà. Sur la première question, je laisserai. Bon, sur la deuxième, moi je vais dire pour l'instant, ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, on ne forme pas au transmédia. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est déjà. C'est-à-dire, vous avez tout à fait raison. À l'heure actuelle, quelqu'un qui va monter la production qui serait producteur transmédia, il va se trouver devant des cas très différents. La première chose, par exemple, il va faire quelque chose qui va lancer un film ou entre deux séries de Lost, il y a eu voilà. Donc dans ce cas-là, il va trouver un financement auprès du producteur. Dans un autre cas, c'est lié à un événementiel. Dans un troisième, donc il va aller chercher un peu d'argent. Si c'est en France, il va aller un peu au CNC. Non, il y a un moyen d'avoir. Ensuite, il va chercher quelque chose qui va se mettre sur... Donc il n'y a pas de... Et c'est la même chose sur les chefs de projet. C'est-à-dire, je sais à peu près ce que je dois apprendre à quelqu'un qui devient chef de projet sur une production jeu vidéo, et encore c'est en train de changer parce que il est plus uniquement producteur, il devient un peu éditeur, donc il faut faire évoluer. Mais enfin bon, il y a des gens qui pratiquent. J'ai une histoire, je commence à avoir des gens qui ont écrit des bouquins, que ce soit sur l'esthétique, sur le processus de production, sur ça, il y a une pratique. Dans le cas que nous ouvrons ici, c'est ce que je disais tout à l'heure, le premier stade de la formation, c'est d'inventer des gens qui font. Inviter les gens qui font et leur dire expliquez-moi comment vous faisiez et comment vous faites, excusez-moi. Et donc ces gens expliquent. C'est pas d'ailleurs forcément des grands pédagogues parce qu'on quelquefois on sait faire mais on ne sait pas expliquer. Et puis je pense qu'on a à peu près cette étape-là. La deuxième étape, c'est commencer à synthétiser ça parce qu'il y a une pratique qui se fait. Et la troisième, c'est de la théoriser et de faire des bouquins et autour de cette théorisation de construire un mécanisme de formation. Pour l'instant, pour le transmédia, on en est à l'étape même moins que 0, c'est-à-dire à part inviter des gens qui ont fait ça, on ne sait pas faire autre chose. Alors après, que ce soit dans le monde entier, le problème du jeu vidéo était clairement comme ça jusqu'à pas longtemps. Il est en train de changer. On revient justement, puisqu'on est en train de faire des choses
sur des communautés, on est obligé de produire sur des communautés qui ont une certaine homogénéité, au moins de culture, pour revenir à mon culture. J'arrête parce que je suis en train de bouffer le temps. Pardon, deux choses, Eric. Est-ce que quelqu'un a... Juste pour compléter, mais pour les Gobelins, la langue anglaise, c'est aussi évident, non pas seulement parce qu'il faut parler pour travailler avec les Anglais, mais aussi parce que l'international, c'est une source de travail pour les étudiants. C'est inévitable, c'est pas la France. La France n'est pas que le seul, et très loin d'être le seul bassin d'emploi pour eux. Donc souvent, c'est l'étranger. Et l'autre chose, quand on fait ces études, on leur apprend des modèles d'organisation qui peuvent ensuite évoluer et qu'ils peuvent récupérer et dupliquer pour s'adapter à d'autres situations. Donc on n'apprend pas spécifiquement le transmédia, mais sur, par exemple, le travail de chef d'orchestre, il y a une filière qui s'appelle MICNI, eh bien, chaque fin d'année, ils sont capables tout à fait de mélanger des genres, de mélanger des systèmes, de faire de l'événementiel, de la communication, parce que les modèles d'organisation qu'ils ont intégrés et les outils, souvent collaboratifs, qu'ils ont intégrés, permettent de traiter des cas très très différents les uns des autres. Pardon, Inès. Je voulais juste signaler que nous, notre Marguerite, donc qui nous inspire depuis le début, en fait, nos étudiants, on souhaite qu'ils deviennent un peu des spécialistes des cultures enfantines, justement. Qu'ils sachent à peu près, un enfant de 4 ans aujourd'hui, qu'est-ce qui l'intéresse, en fait, sur l'ensemble de ces médias, un enfant de 7 ans, 8 ans, etc., pour pouvoir, effectivement, contribuer à une valorisation plurimédia. Donc, c'est pour ça que dans nos équipes, on travaille avec des psychologues du développement de l'enfant, avec des sociologues de la consommation des usages, de la culture aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est une première réponse. Et puis sur l'anglais, bien entendu, l'argent étant le nerf de la guerre, toutes nos présentations en Master 2, tous les dossiers, et il y a 2 étudiantes dans la salle, donc elles pourront vous confirmer ça, se font en anglais systématiquement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de choix. Si on veut, alors on est généraliste en termes de secteur. Nous, on travaille de l'alimentaire en passant par la périculture, jusqu'effectivement la télévision, l'édition, etc. Mais si on veut se spécialiser dans un domaine, il faut maîtriser tout le vocabulaire technique du domaine. Et moi, je me régale quand j'ai des étudiants de Master 2 qui me présentent un dossier avancé pour Brio, par exemple, fabricant suédois de jouets, et qui savent me dire tous les mots hyper techniques en anglais. Moi, je ne les connais pas, mais eux, ils les ont potassés, ils savent absolument dire des mots très très compliqués ou des types de produits que moi, je ne maîtrise pas. Bon, et là, je vois qu'ils ont fait l'effort tout au long de leur stage de 6 mois de capter ce vocabulaire, de se mettre, de jouer le jeu, parce qu'après, toutes les présentations qu'ils feront seront de toute façon des présentations pour rechercher des partenaires étrangers, soit pour participer à une coproduction, soit pour vendre un deal de licensing, etc. Donc, merci Inès. Sabrina et Christian, vous aviez des choses à rajouter? Oui, j'aurais préféré vous répondre plus longuement sur la première question et la conception qu'on peut avoir de la culture dans une école d'art, mais on fera peut-être ça après, puisque le temps nous presse. En tout cas, vous dire simplement l'importance qu'on peut accorder à la maîtrise de l'anglais, mais aussi d'autres langues. Ça peut être l'espagnol, le chinois, enfin il me semble qu'il y a quand même des enjeux. L'anglais allant de soi, bien entendu. L'anglais, du moins chez nous, de la première à la 5e année, est doté de crédits, de CTS, pour répondre aux impératifs du processus de Bologne. Donc ça, c'est une chose, mais en réalité, la formation pratique, c'est non seulement l'invitation d'artistes étrangers qui donnent leur workshop, par exemple en anglais, mais aussi les échanges, puisque tous les étudiants, en principe plutôt en 4e, parfois en 3e année, participent à des échanges, c'est-à-dire vont faire une partie de leur scolarité, 3-4 mois, parfois 6 mois, dans une autre académie européenne, dans le cadre des programmes Erasmus, ou même dans des cadres extra-européens. Donc vraiment l'international est au cœur de la pédagogie des écoles d'art, je crois, aujourd'hui. Merci Sabrina. Christian? Oui, bon, pour l'anglais aussi, avec cette évidence de l'importance. Et puis pour les métiers, des métiers qui n'existent pas encore, il y a quand même une source de l'enseignement, c'est les étudiants eux-mêmes. C'est-à-dire que ce dont on a conscience dès qu'on se met à enseigner, c'est qu'on n'est pas de la même génération, par exemple. Et quand les choses vont très vite et qu'il s'agit de culture, là pour le coup, numérique, évidemment, on a très vite conscience qu'on a beaucoup à apprendre de ces gens à qui nous, on va transmettre des choses que nous savons, mais qui, eux, vont nous transmettre des choses que eux savent. Et si ensuite il y a un suivi d'anciens étudiants, ce qui est le cas, et qu'on voit comment ils commencent à inventer des formes d'entreprises, de petits ateliers, souvent des formes légères, mais très inventives justement, et qui sont en prise directe avec tout ce qui se passe au niveau justement de ces nouvelles formes de travail, de ces nouvelles formes de communication et de ces nouvelles formes de production. Donc voilà, c'est en fait un laboratoire permanent, une école.
hein. Et donc, et je crois que ça a des conséquences aussi dans le réel de la structuration de l'industrie et du travail et des métiers. Merci Christian. Le temps nous manque, nous n'avons pas répondu, nos panélistes n'ont pas répondu à la question du financement. Je crois qu'un début de réponse, c'est sans doute ce que Orange évoquait dans son accompagnement de projet. Je vous précise juste que le CNC a mis en place une cellule transmédia avec l'objectif de financer des projets d'auteurs ainsi que de producteurs qui existent maintenant pratiquement un an, je crois, à ma souvenir. Voilà, c'est aussi peut-être un début de commencement au-delà des initiatives qu'ont des groupes de dizaines de milliards comme Orange. Je voudrais remercier chaleureusement tous les intervenants qui nous ont présenté leur formation. L'intitulé du débat, c'était Formation au transmédia et évolution des métiers. Évolution des métiers pose nécessairement la question de quels sont nos métiers d'aujourd'hui, quelle est notre société d'aujourd'hui, quels sont les métiers de demain, quelles sont la société de demain, quels sont les choix de vie, les choix de construction personnelle et collective. Donc j'espère que ces échanges ont été constructifs pour vous tous. Merci beaucoup. Nous terminons par quelques images des Gobelins qu'Éric nous lance. Alors je vais prendre ma voix de bonimenteur comme dans les foires. Donc pour vous remercier et puis une petite minute sympathique, vous présenter les 2 poulpes les plus célèbres du monde. Le DVD va se lancer. Donc c'est le petit dessin animé Octapodie, excusez-moi. Alors, sommaire. Pardon. Making of. Voilà, Octapodie. C'est le making of, alors c'est pas le making of que je vous laisse. Oh là là, mince. Je suis vraiment désolé, je suis. Donc pendant que le film se lance, simplement je voulais vous inviter, donc on est en train d'organiser, c'est le CNAM et les universités d'Aix-Marseille, une masterclass sur le transmédia sous forme d'atelier sur une semaine avec des plus grands experts du monde entier. Ça aura lieu au début du mois d'octobre à Marseille et je vous invite à regarder sur le site de l'Engine, le programme sera dans quelques jours. Alors j'en profite que Stéphane fasse des annonces pour dire qu'il y a une excellente exposition au musée du CNAM à Paris qui s'appelle Musée au Game, qui retrace les 40 ans de gestation de ce média nouveau qu'est le jeu vidéo qu'on a pu évoquer tout cet après-midi. N'hésitez pas. La mauvaise farce, ça c'est la mauvaise farce. Oui, c'est
Merci Eric. Un peu d'humour pour terminer cet après-midi. Merci. Alors donc je rappelle, comme il était annoncé tout à l'heure, qu'il est possible d'aller, pour ceux qui le souhaitent, visiter le musée de la bande dessinée. Pour les autres, je crois qu'il y a un rafraîchissement dans le Chronoscaf. Et puis je rappelle aussi, rendez-vous à 19h45, 18h45, la projection d'Aller raconte. Merci. Ah, t'es gentil. Merci.